Aujourd'hui, premier podcast de Bleu Foncé Podcast. Chez Bleu Foncé, on veut faire les trucs différents, on veut montrer un angle différent dans nos documentaires, dans nos vidéos. Aujourd'hui, on voit sur la ligne de mêlée 1, notre premier documentaire sportif sur le camp d'entraînement des Vulcains de Victoriaville. Aujourd'hui, je reçois les jumeaux. Bienvenue les boys. Salut Louis, man, merci de l'invitation. Yes, mon gars, man, très content d'être là. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, le principe est on regarde des extraits, on réagit, puis on jase de ça. Go. On est bon? Yes, on est parti pour ça. Fait qu'on commence avec la petite intro. Je vous fais une intro, je fais un petit contexte pour les gens qui ne vous connaissent pas. Fait que comme ça, après ça, on va pouvoir commencer avec une petite base par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on reçoit Christopher Gagnon et Dominique Gagnon. Vous avez joué votre secondaire et votre cégep à Victoriaville avec les Vicars et les Vulcains. Ensuite, vous avez pris la direction du travail social à l'université, mais vous êtes resté proche du terrain. Christo, tu coaches depuis 2018. Doom, tu coaches depuis 2020. Aujourd'hui, vous partagez le rôle de coach des linebackers chez les Vulcains. Dans l'épisode 2 de Sur la ligne de mêlée, on a vu votre mindset de coach. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Les gars, on a joué ensemble, ça rend ça un petit peu plus spécial. Je veux savoir comment avez-vous trouvé votre expérience sur la ligne de mêlée? Ben, c'est sûr que c'est quand même exceptionnel comme occasion qu'on a. Là, tu sais, j'ai vécu plusieurs cas d'entraînement. De vivre ça, il y a un stress initial qui est là, mais après coup, c'est vraiment une expérience qui est, c'est avant de continuer avec ce qu'on fait au quotidien en fait avec le foot. Puis j'ai vraiment trouvé que cette expérience-là, c'était un privilège en fait de pouvoir participer à une plateforme pour mettre en valeur ce qu'on fait en fait à chaque année avec les boys. C'est quelque chose qui est souvent mis en silence, là, qu'en entraînement, on voit plus au niveau professionnel, c'est un peu documenté, mais au niveau collégial ou des niveaux un peu moins élevés, c'est pas tant que ça documenté. Donc je trouvais ça vraiment intéressant de participer à ça. Il y avait un stress initial, mais vraiment, moi, j'ai vu ça comme un privilège puis une belle opportunité au-delà du stress initial de l'expérience. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Là. Je suis vraiment d'accord avec ce que Christo a dit. Puis moi, j'irais aussi avec l'aspect de. Quand je joue au foot, moi, j'espérais un jour avoir l'occasion d'avoir plein de caméras autour de moi. Puis d'avoir cette occasion-là d'être filmé pendant que je fais le meilleur sport du monde qui est le foot. Puis j'ai jamais eu cette occasion-là, on s'entend en fait. Il n'y avait pas bleu foncé à ce moment-là. On n'a pas eu cette occasion-là quand on était dans les Vulcains non plus, quand on était joueur. Fait que de le vivre comme coach, je trouvais ça super excitant pour nous comme coach. Mais pour les joueurs qu'on coach, je trouvais ça incroyable. C'est une opportunité qu'ils n'auront probablement plus jamais dans leur vie, en fait, là, d'avoir tout ce spotlight-là sur eux. Puis de leur permettre justement de montrer, en fait, le plus beau sport du monde, dans le fond, là, en le pratiquant là, durant tout ce camp d'entraînement-là, puis avec les caméras là, ouvertes là, tout le long. Là. Puis comment que vous pensez, en fait, les feedbacks que vous avez par rapport à comment que les joueurs ont trouvé ça? De façon générale, j'ai l'impression que les joueurs ont aimé ça, puis ils ont été plus naturels qu'ils pensaient. Les autres, tu sais, je pense que c'est comme une expérience qui rend un peu tout le monde inconfortable initialement, mais rapidement, tu sais, votre équipe a mis. Tu sais, vous étiez là tout le temps, fait que rapidement, vous faisiez partie du décor, vous étiez quasiment comme dans le coaching staff rendu là, donc c'est devenu rapidement naturel, mais je pense que les gars ont vraiment apprécié. Puis j'ai pas l'impression que ça allait changer. Moi, jamais je compare aux différents entraînements qu'on a eu avec ça versus sans ça. Il y avait un petit hype de plus quand même créé par ça, puis les gars aiment ça, les caméras. Ça fait partie de. Tu sais, puis ils ont des téléphones sur eux autres tout le temps. Puis ça fait partie de la génération actuelle. Puis c'est vraiment nice. Donc il y avait ça, mais je pense que les gars, ça leur a vraiment permis d'exposer, de montrer naturellement qu'est-ce qui se passait. Fait que j'ai pas l'impression qu'ils ont été tant que ça déstabilisés par ça en bout de ligne. Moi, je pensais qu'on serait plus. Ça serait moins. Je pensais que ça serait moins naturel qu'est-ce qui se passe, mais j'ai l'impression que les gars, on n'a pas vu de gars jouer des rôles différents ou d'avoir des. Tu sais, Non. Non, le monde était pas mal tout naturel. Puis, qu'est-ce qui était vraiment intéressant de voir, c'était de voir les discussions en fait à l'extérieur du terrain. Là, les gars, ils en parlaient. Puis, là, quand il y en avait un qui était mic'd up, ben, t'es comme, ah ouais, man, c'est toi qui parle aujourd'hui. Il y en avait qui étaient plus gênés, clairement. On les a peut-être moins vus justement sur la ligne de mêlée. C'est clair que les épisodes sont choisis. Puis, vous avez tous choisi les extraits qui étaient les plus pertinents selon ce que vous faisiez. Mais ça reste qu'il y en a plein qui ont été mic'd up. Puis, pour eux, c'était une expérience en soi d'avoir un micro. Puis, comme d'être écouté tout le long d'une pratique, ben c'est intense, là. T'sais, on parle de spotlight au niveau des caméras, mais de se faire écouter sur tout ce que tu dis pendant que tu joues au foot, c'est quand même assez allumant, puis c'est quand même assez spécial comme expérience, là. Ouais, puis pas oublier aussi que ces gars-là, sont jeunes encore, même nous comme adultes, quand même début trentaine. Ça représentait ça, tu sais, quand tu nous posais le micro dessus, il y avait comme, OK, là, j'ai un micro, il va y avoir des caméras qui vont me suivre, puis la caméra, elle suivait quand même de proche, il y a comme quand même quelque chose de, tu sais, pour des jeunes de cet âge-là, d'avoir été capable de gérer un peu cette espèce de
cette espèce de nouveauté-là qui est quand même pas normale pour eux au cégep. C'était quand même... Moi, j'ai trouvé ça quand même surprenant de voir ça de cette façon-là. Puis c'est sûr qu'on peut pas non plus se cacher que ça augmentait à un certain niveau, là, on dirait, le hype autour du camp d'entraînement. T'sais, vous avez créé quelque chose qui a permis que notre camp d'entraînement peut-être soit à un niveau un petit peu plus supérieur que ce qui serait habituellement, mais j'ai l'impression que les standards étaient quand même les mêmes d'un an à l'autre. Là. Mon feeling par rapport à ça, moi, c'est qu'on n'a pas été une distraction. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es dans les jambes ou tu es dans. Tu sais, je pense que tout le monde comprenait le mindset. Puis après ça, on avait fait une règle avec les gars, regarde pas la caméra. Puis, tu sais, c'était quand même. Tu sais, j'avais peur un peu de justement une distraction, tu sais, avec les caméras. On rentrait, tu sais, vous faites un speech, on rentre entre les gars, tu sais, on veut la shot qu'on voit le coach qui parle, tu sais, au lieu d'être en arrière puis voir tout ça. Mais je pense pas que, en tout cas, les gars ont bien reçu ça. Puis moi, j'ai pas eu l'impression que, justement, du monde était distrait ou du monde essayait de faire des trucs devant la caméra qui étaient peut-être extra pour apparaître là. Tout le monde a juste été eux autres mêmes, je pense. 100%. Ça a apparu, tu sais. Ouais. Puis vraiment, la partie aussi, j'ai l'impression, tu sais, des fois, on parle ben, tu sais, des téléréalités, il y en a quand même beaucoup, mais c'est comme, tu sais, la fameuse phrase là, que t'oublies que les caméras sont là, c'est arrivé vraiment plus vite que j'aurais pensé, je sais pas pour toi aussi, mais on le voyait avec les gars aussi, on dirait, tu sais, fait que cette fameuse nuisance-là, c'est vrai que vous étiez là, puis tu sais, vous êtes dans les jambes avec des caméras partout sur le terrain, puis de vous promener, mais en bout de ligne, vous êtes pas dans les jambes parce qu'on a d'autres choses à faire, là. C'est business, tu sais, on est là, c'est le camp d'entraînement, fait que j'ai l'impression que le mandat qu'on avait sur le fil faisait en sorte qu'on vous oubliait assez vite aussi. Là. Clairement. J'ai pas vraiment grand-chose à rajouter d'autre là-dessus, mais c'était clairement que les joueurs que nous, on connaissait, autres que les rookies, j'ai pas vu de différence dans leur façon d'être là, sur la ligne de mêlée versus l'autre année d'avant qu'on les avait coachés. Là. Fait que génial, les boys, on commence ça. Premier extrait. Let's go. Ça commence. Bleu foncé podcast. Le camp d'entraînement, c'est le commencement de tout. Au mois d'août, la compétition est féroce. Les équipes adverses vont avoir peur de vous autres, OK? Et chaque nouvelle saison, c'est une page blanche. Mais tu veux pas avoir le même feeling à la fin de cette année. Les attentes sont immenses. Mais gardez en tête que tout ce qu'on fait, c'est pour gagner. Voici ce que personne ne voit. Bienvenue sur la ligne de mêlée. Comment vous avez pris ça? Ben, c'est sûr que c'est excitant, là, tu sais, puis vous avez fait de quoi de short, mais qui est vraiment comme c'est percutant, ça attire l'attention, puis ça donne envie d'aller plus loin. C'est sûr que autant pour nous qui participions à ça, mais vous avez réussi à toucher vraiment plein de points super importants qui tournent autour, qui entourent le camp d'entraînement. Moi, pour vrai, ça m'attire, puis j'ai l'impression que je fais un lien avec un film, là, mais Longest Yard, dernier essai, votre intro, la petite musique. Il y a comme quelque chose, en tout cas, avec ce film-là qui est quand même assez épique là, pour le foot. Là, qui, je sais pas, il y a comme. C'est à ça que j'ai pensé, moi, la première fois que je l'ai vu pour elle, puis j'ai trouvé que c'était insane. C'était. Ouais. Clairement, puis moi, je trouve que c'était comme surréel. Il me semble que c'est ça comme ça. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit ça, mais de voir que c'est notre équipe qu'on coach, c'est les mauves qu'on a tatoués sur le cœur, puis il y a ce gros setup-là autour, en fait, puis juste un trailer de quelques secondes comme ça que tu vois sur ton équipe. Tu sais, les Mauves, mettons, je veux dire, je suis fan des Bears de Chicago, mais c'est une de mes équipes préférées aussi. Là. Je suis fan des Mauves. Là. Je veux dire, oui, je suis coach, mais je veux dire, c'est une équipe que j'ai à cœur. Puis de voir ça, mettons, là, c'était vraiment excitant. Là, pour n'importe quel passionné de foot, je pense, mettons, qui a encore l'occasion de coacher. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Puis, mettons, les boys, nous autres, on a trailer et 30 secondes. Là. Puis c'était ça notre mandat. Tu sais, dans un but de 30 secondes, notre mindset à Ryan et moi, c'était de faire quelque chose qui a de l'impact. Tu sais, faire quelque chose qu'il faut que ça soit partagé. Il faut que tu aies l'impression qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vois que j'ai pas vu. Tu sais, vous pensez qu'un trailer de 30 secondes de même, qu'est-ce qui est pas montré dans un trailer de même? Qu'est-ce que le monde ne peut peut-être pas comprendre qu'on va voir en voyant juste ça? Je commencerai, moi, par dire la première chose qui me vient vraiment en tête, là, c'est. Là, je checkais les gars justement juste en le revoyant, ce trailer-là, puis je l'ai vu plusieurs fois avant. Quand tu vois des gars de foot, en fait, tu vas les voir à un match, tu vas les voir durant un camp, tu les vois durant tous les épisodes sur la ligne des mêlées. Tu les vois dans le moment qu'ils travaillent, mais tu penses pas à tout le travail qui est fait au-delà de ce camp d'entraînement-là, au-delà de ce début de saison-là. Tu sais, le foot, admettons, pour les joueurs, c'est à l'année longue, en fait. Là. Puis pour les coachs, il y a une grosse partie qui est à l'année longue aussi. Là. Et il y a toute la phase de recrutement, toute le off-season. OK, oui, admettons, les gars sont peut-être moins sur le terrain de foot à faire du foot, mais il y a plein de choses qui se font qui sont importantes pour les préparer à être sur le terrain de foot. Et moi, toute cette partie-là de le foot, c'est pas juste durant la saison, c'est pas juste durant le training camp, ça part pas là, ça part, c'est toute l'année. Là.
Fait que c'était cette partie-là, moi, je pense qu'il me vient vraiment en tête, là, surtout en le revoyant, là, direct là. J'irai en continuité avec ça. Puis il y a la partie aussi que j'ai l'impression qu'il y a un trailer comme ça vient nous amener aussi. T'sais, on est habitué de voir du foot, même quand on regarde du foot à la TV ou tout ça, on voit la game de foot, on voit les joueurs s'affronter, on entend parler du coaching un peu, il y a des points de presse et compagnie, mais je trouve que ça amène un peu, ça met déjà un petit peu plus de lumière sur le fait qu'il y a des coachs qui parlent avec ces joueurs-là en tout temps. Et puis je trouve que on le voit un petit peu qu'il y a des coachs qui parlent de ça, mais c'est comme quelque chose qui est comme moins connu, j'ai l'impression, de l'extérieur. Fait que moi, c'est cette partie-là que je trouve que ça vient comme un peu le mettre en lumière, le mettre un peu un spot on de faire hey, il y a des coachs, puis il y a une couple de phrases quand même assez épiques là, qui sont dites aussi, qui sont dites dans le preview. Puis il y a cette partie-là que je pense. Des fois, on oublie là, qu'il y a des coachs qui passent leur temps à parler avec ces joueurs-là avant que les joueurs performent. C'est de même à tous les niveaux, là, des plus jeunes jusqu'aux pros. Tous les niveaux, toutes les positions. Au foot, il y a gros des positions, il y a gros des coachs. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qui. Tu sais, en y repensant dans le documentaire, tu sais, c'est dur de montrer, il y a quoi, 10-12 coachs dans les Vulcains, c'est dur de montrer 10-12 coachs. Là. Des fois, tu veux-tu montrer. Tu sais, fait que ouais, je suis d'accord que c'est un aspect qui est quand même difficile à tracker. À documenter, là, exactement c'est ça. Il aurait fallu 12 caméras sur le terrain. Puis. Mais je trouve que dans votre clip, vous réussissez quand même à comme, créer une espèce de minimum de compréhension ou de contact avec ce que c'est. Il y a des coachs qui gravitent autour de ça. Puis il y a la partie aussi, Steph, puis même Méran, on est comme dans le film room, là, si on veut, ou Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, les gars, ils n'ont pas d'équipement. T'sais, quand est-ce que tu vois des joueurs de foot pas d'équipement dans la vie, à part dans un Hard Knocks que la NFL fait, là, officiellement? Ouais, T'sais, quand est-ce que tu vois des joueurs collégiales qui sont pas dress, là, Mais ces moments-là, comme Doom a dit, c'est plus que 85% du temps, ces gars-là sont pas habillés en foot. Là. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ouais. C'est très intéressant. Là, les boys, je vous remets en contexte. On filme les épisodes en août, 10 jours de camp d'entraînement. On sort le trailer, on sort peut-être un extrait. Là, on arrive au Watch Party. Watch Party qu'on a décidé de faire avant les playoffs. Donner un peu de jus à l'équipe. On avait fini l'editing. Notre but, c'était de sortir ça avant les playoffs, justement pour utiliser le hype des playoffs. La vidéo commence, on voit le trailer qu'on vient de voir, puis on va voir l'intro cinématique. Puis, fait, je vais vous montrer ça. Ça commence avec ça. On a essayé de setter le mood. Intro cinématique. Après avoir vu ça, vous vous êtes dit quoi? Moi, je me dis ça va être incroyable là, pour elle. Mais c'est ça, puis c'est ça qui est fou quand tu es direct dedans. En fait, une expérience comme ça, toutes les images, c'est des choses que tu vois quotidiennement, en fait, là, que tu sois joueur ou coach. Là, c'est des images qu'on a tout le temps. Puis là, que ça soit filmé puis rendu comme ça, avec la petite musique, mettons, qui t'amène une espèce de vibe relax. Vu que tu es censé quand même être détendu aussi quand tu joues au foot, quand tu coaches le foot, tu es censé être assez confortable pour être à l'aise. Puis tout l'aspect aussi de comme, ben, tu sais, quand tu comprends un peu c'est quoi le foot, c'est la guerre, là. C'est violent, mais je veux dire, c'est quand même relax, je trouve, que ça met à table vraiment de façon super cool, en fait. Je ferais du pouce là-dessus, Doom. Par rapport à ce shot-là, c'est Ryan qui l'a pris. Puis moi, quand je l'ai vu, j'étais juste comme, hey, voyons donc, t'as pris ça. Genre, tu sais, on a accès à genre cette image-là devant nous autres, comme tu dis, à tous les jours. Puis on fait rien avec. Là, on a eu la chance de le filmer. Mais tu sais, même dans le monde du filmmaking, moi, j'ai été shaké par ça. Genre, j'étais comme, hey, man, t'as réussi à voir ça. J'avais même pas pensé à ça. On avait listé peut-être 10 000 shots de ce qu'on voulait faire au foot. Là. Toutes les pratiques, toutes les indies, le 12-12, le 7-7, avant la pratique, les meetings. Là. Et tu sais, là, finalement, on a ça. C'est Ryan qui met sa caméra et 15 secondes, qui filme un gilet qui pogne un peu dans le vent. Puis tu sais, ça fait cette vibe-là, genre. Fait que, non, c'est vrai que c'est tout peut-être des trucs qui sont anodins. Le truc qui roule là, des trucs qu'on voit tous les jours, mais qui, je pense qu'ils set un bon mood là, pour un documentaire de même. Là. Ah, puis je pense vraiment le beat que vous avez choisi aussi, il y a comme quelque chose que c'est comme, ok, tu sais que c'est pas ça quand tu sais c'est quoi un camp d'entraînement, puis quand tu as une idée de c'est quoi, mais
t'as une espèce de beat comme relax, tout ça, puis c'est tout sauf soft, mais tu sais, vous êtes pas dans grosse intensité, mais je trouve que ça vient comme créer une espèce d'atmosphère qui est que bring it on, là, ça part, là, il y a comme quelque chose qui s'en vient, puis je trouve que votre, comment t'appelles ça, entrée ciné? Cinématique. C'est Entrée juste que ciné- les shots, ça Ouais, donne un entrée feeling cinématique. cinématique. Puis je trouve ça excellent à cause que, tu sais, puis là, la tempête est dans les épisodes, là, clairement, mais c'est clairement le calme avant la tempête, là, c'était... Mm. Tu sais, c'était le début-là, en fait, là, des vidéos. Vraiment. Là. Puis plus tard, on va nous voir crier. Mettons. Puis il y a d'autres joueurs, l'intensité au foot, là, c'est ce qui fait que c'est incroyable comme sport, mais c'est ça. Alright, guys, je vous montre le prochain extrait, l'extrait numéro 6, qui va parler un peu de culture puis promouvoir la famille. La compétition, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire que tout le monde va devenir meilleur ensemble. Puis on a une culture d'équipe très forte, donc très bel esprit d'équipe. Les gars, ils s'entraident, les vétérans sont super accueillants. Juste les pratiques ouvertes l'hiver, les gars, ils se sentent déjà chez eux. Donc, on promouvoit beaucoup la famille. Donc, ça fait que la compétition est saine. Donc, un vétéran qui voit une recrue excellente arriver, il va pas avoir peur pour son spot, il va être content parce qu'on a d'autres bons joueurs qui viennent nous aider à gagner parce qu'on rame tous dans le même bateau. Ma question, les boys, est c'est tough montrer la famille. Trouvez-vous qu'on l'a bien fait dans ce documentaire-là? Je pense que oui, je pense que c'est difficile dans un camp d'entraînement parce qu'on est avec une équipe qui est vraiment jeune en termes de liens. Il y a plein de vétérans, mais il y a plein de recrues. Fait que l'aspect familial, tu sais, ce qui n'est pas montré aussi, c'est qu'à la fin du camp d'entraînement, ben, il y a une initiation, une soirée où les boys deviennent officiellement des Vulcains. Puis, tu sais, les gars, au fur et à mesure de l'année, on voit, nous autres, la famille qui se crée. Mais le camp d'entraînement, j'ai l'impression que c'est plus tough peut-être de le documenter, cet aspect-là familial. Il y a un aspect de compétition, un aspect de... C'est un learning process qui est vraiment, vraiment intense. Là. Ils ont beaucoup d'affaires à apprendre, beaucoup d'affaires à appliquer. Ils sont fatigués mentalement, physiquement. Et puis, on le voit peut-être un petit peu moins, j'ai l'impression que pendant la saison, cette espèce de fratrie-là, cette espèce de famille-là, on le voit dans la saison que c'est là, mais dans un camp d'entraînement, on dirait que c'est comme... Ça va tellement vite, il y a des pratiques à chaque jour, ils n'ont pas le temps nécessairement de chiller, autre que sur le field. Fait qu'ils développent une camaraderie, un esprit de famille comme en compétition en compte, mais je pense que la famille, c'est plus tough à documenter parce qu'ils n'ont pas passé énormément de temps ensemble comme équipe. Puis tu sais, même jamais il y aurait, on va dire, 35 recrues, non, 35 vétérans, puis le reste, c'est des recrues, ben même ton noyau de 35 vétérans, tu mélanges une vingtaine, trentaine de recrues là-dedans, ça change toute la dynamique familiale, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que si jamais pendant une saison, vous feriez un suivi, vous seriez capable de le documenter, mais je pense que c'est difficile à montrer, fait que non, je pense pas que dans le documentaire... ça a pu être démontré autant que qu'est-ce que c'est vraiment dans une équipe de foot. Là. Ouais, puis moi, j'ajouterais aussi là, l'aspect familial. C'est quelque chose qui, quand tu as déjà vécu en fait, là, une expérience dans une équipe de foot en fait, qui se tient, tu peux savoir c'est quoi, mettons, le vivre un esprit, mettons, d'équipe, comme, mettons, être des mauves ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui se vit, mais c'est pas quelque chose tant que ça qui se montre. Faut que tu sois là pour le sentir puis le vivre en fait concrètement. Fait que c'est une expérience que, peu importe, je pense, de la façon que tu veux le montrer sur des vidéos, il y a une limite que tu vas atteindre en fait. Là. Puis les personnes qui vont relate le plus à ça, mais ça va être les gens qui vont déjà en avoir vécu une expérience justement de même en fait là, d'équipe. Là. Puis je parle vraiment en fait là, de façon là, vraiment avec la loupe sur le football en fait, l'esprit de famille, ça peut pas être plus que ça. Je veux dire, si t'as 50 gars et plus qui sont tous dans la même direction, qui ont le même bateau, il n'y a pas de sport avec plus de joueurs que ça. Là. Puis quand ça va tout dans la même direction, ben c'est quelque chose d'indescriptible, en fait, là, je pense, qui se vit. Puis c'est pas pour rien, en fait, que n'importe quel passionné de foot qui écoute ce genre de vidéos-là ou qui écoute des Hard Knocks, mettons, sur la NFL, s'assoit, check ça, puis trip. C'est à cause qu'ils peuvent relate à ça ou quoi que ce soit. Ça reste que monsieur et madame tout le monde peuvent quand même comprendre d'une certaine façon ça ressemble à quoi, là. Ça ressemble à quoi à travers ça, là, en fait. Ouais, exactement. Mais tu sais, là, l'aspect de famille, c'est, tu sais, dans le recrutement, c'est utilisé. Tu sais, c'est vraiment tough de dire à un joueur, on est une famille. Mais tu sais, mettons, à quel point le documentaire a mis la lumière sur le fait que les gars se tiennent, puis il y a justement une interrelation, genre, par rapport à tout ça, qui est peut-être de quoi qui est invisible dans la vraie vie, genre, mais que on a peut-être réussi à mettre une petite lumière là-dessus. Je pense qu'on réussit quand même à le voir un petit peu, juste l'aspect de compétition. À un moment donné, tu vois un clip entre Tanguy, ben, en fait, qui est un de nos linebackers, contre un des O-line, en fait, puis il y a de la camaraderie, même chez moi, c'est des positions qui s'affrontent en tout temps. Donc, cette camaraderie-là, le fait de justement de compétitionner contre, mais d'avoir une espèce de
une relation qui est établie bien plus que le fait que toi, t'es au line, moi, je joue à défensive, puis j'essaie de te passer à chaque jeu. Je trouve que vous avez quand même réussi à le démontrer un peu à ce niveau-là. Mais je reste encore avec l'optique que la famille, justement, c'est quelque chose qui se développe. Je pense que, tu sais, juste le fait qu'on soit capable de se présenter à une game hors concours à la fin du camp d'entraînement, ça démontre un peu comme Doom mentionnait, le fait que on a réussi à faire en sorte que ces gars-là, ces 50 et plus gars-là, sont capables d'avoir assez de cohésion pour qu'on les mette sur le terrain, qu'il y ait des assignements précis, puis qu'ils soient capables de les exécuter. Donc, il y a un rodage qui s'est fait, puis il y a une certaine... Il y a un noyau, il y a quelque chose qui est présent. C'est ça, j'aurais de la misère à dire que ça serait bien, que c'était bien documenté. Je pense qu'on peut le voir dans des interactions entre les joueurs, tout ça. On le voit aussi quand les gars célèbrent après les competes aux fins de pratique et compagnie. Tu vois quand même, il y a quelque chose, les gars sont ensemble, il y a quelque chose de... Tu sais, c'est une célébration, en fait, le foot, là. T'as 50 boys. Quand est-ce que tu te retrouves avec 50 de tes chums à faire quelque chose que t'aimes, que les 50 gars aiment? Ils sont supposés tout aimer ça. Il y en a des fois qui aiment moins. Sauf que dans la réalité, je te mets une équipe qui fait du sens. T'as 50 boys qui trippent sur le foot, qui se rassemblent pour faire du foot. Ça n'a pas le choix de créer un lien familial. Puis je pense que ça, ici, vous avez réussi à le documenter, la partie que tu vois des gars qui trippent à faire la même affaire. Fait que t'as une famille par rapport à une passion qui est le football. Puis nous, comme coach, on est là-dedans, puis on relate avec notre expérience parce qu'on a joué au foot, puis on comprend ça. Puis je pense que Bleu Foncé, vous avez réussi avec ça à peut-être créer un intérêt ou une compréhension un peu meilleure, puis un peu plus juste de ce que c'est l'aspect de l'unité que ça représente une équipe de football. Puis nous, on est dur justement à démentir par rapport au fait que le foot, c'est le sport le plus... où est-ce que cette notion-là est la plus importante, là, sans dénigrer le hockey. Mais tu sais, une vingtaine de gars versus fait x3, t'es rendu avec 60 gars, c'est pas la même gestion. Donc, jamais il n'y a pas cet aspect-là de famille, cette espèce de culture-là que Steph aborde aussi là-dedans. C'est impossible. Le bateau va couler. Impossible. Good, les boys, on va faire le pont sur le prochain qui est peut-être lié un peu avec votre intensité. Mais j'ai le V-Gas strong. Non, après, avec ta pointe. Qu'est-ce que tu fais, man? Cours! Amène tes jambes là, c'est cool, c'est correct. Qu'est-ce que t'as fait avant? C'était parfait. Ouais, coach. Fais juste courir, man. T'es good, t'es capable de faire ça, man. Ouais. C'est de l'intensité, t'en mets, fais juste le mettre à la bonne place. Yes, coach. Ben, les deux coachs, c'est vraiment des coachs intenses, c'est le fun. Parlez-moi de ça, les boys, l'intensité sur le terrain. Pourquoi c'est important pour vous autres d'être intense? Doom, je commence avec toi. Ah, mais je trouve ça une scène, je checkais Enzo là, mettons, c'est à sa première année rookie avec nous l'année passée, ses premières pratiques avec nous. Puis là, on vient d'avoir notre camp de mai de la prochaine saison. Puis les steps qu'il a pris, ce gars-là. Fait que c'est pour ça, là, mon premier sourire, c'est juste de voir tout le potentiel qu'on sait déjà qu'il y avait à ce moment-là, mais de voir qu'il est vraiment en train de l'atteindre. Puis en fait, l'intensité, en fait, là, moi, ça permet en fait de donner confiance aux joueurs. Je le dirais comme ça. En étant intense, moi, j'essaie vraiment de transmettre cette espèce d'énergie-là, de comme, hey, puis tu sais, on le voit un petit peu comment je l'explique là, dans cet extrait-là, mais tu sais, je suis fucking intense, je vais t'expliquer pourquoi je suis intense comme ça, puis c'est juste que j'ai vraiment ton bac pour ça, puis c'est un encouragement au bout de la ligne, là. C'est let's go, moi, je veux juste te donner du gaz le plus possible pour que tu domines tes prochaines reps, parce que cette rep-là n'était pas parfaite. Je vais être intense sur toi parce qu'elle n'est pas parfaite, cette rep-là, puis il n'y en aura pas de rep parfaite. Mais ma job, c'est quand même de m'assurer que tu te rapproches le plus possible des reps parfaites qui vont nous amener à gagner tout notre 1/12e sur le terrain, finalement gagner des matchs de foot, là. Fait que c'est vraiment cette partie-là, mais c'est vraiment... C'est ça, moi, je suis fier de ce genre d'extrait-là, en fait, que vous avez pu filmer, à cause qu'au bout de la ligne, c'est ce que Christo puis moi, en tout cas, on met le plus possible de l'avant, en fait, avec les backers, puis tu joues au foot, t'es un animal, t'as le goût de frapper du monde, pour vrai, puis nous, on est juste là pour s'assurer que tu sois dans le bon mindset pour frapper du monde, là. Je pense que c'est une façon un peu d'incarner aussi le sport, en fait, depuis le sideline. En fait, c'est super violent. C'est un sport, tous les sports demandent une implication mentale, physique, tout ça, mais le football vient avec un niveau d'intensité que nous, en fait, j'ai l'impression que d'utiliser cette intensité-là aussi dans le coaching, ça permet aux gars, ça leur permet un peu d'être un peu plus préparés, peut-être aussi game day, où est-ce qu'ils vont se faire shaker à certains moments, il va se passer des choses, ça sera pas un coach qui va peut-être donner de l'intensité, mais ça va être un jeu manqué, recevoir un hit et compagnie. Donc, on est là pour les préparer à ça aussi. Puis, tu sais, cette intensité-là, moi, puis Doom, on le sait qu'on est des gars intenses, on se le cache pas. Puis,
l'intensité, ça a souvent l'habitude d'être dépeinturé négativement, mais c'est quelque chose de vraiment positif. Pas rien que dans le foot, mais dans plein d'autres sphères de notre vie, ça peut être quelque chose de super positif. Mais c'est de l'utiliser. Puis je pense que les gars qui nous connaissent, comme là, Enzo le mentionne un peu dans la suite de ça, mais les gars qui nous connaissent, les joueurs qui savent qui on est, ils savent que c'est toujours pour aider l'équipe puis les aider en bout de ligne. Là. Mais cette intensité-là, elle peut pas venir juste de même puis que t'as pas de lien avec ton boys. Là, fait que cette partie-là aussi, puis je pense que dans les extraits que vous avez montrés, vous le voyez un peu, là, cet aspect-là, qu'on essaie de... La relation est vraiment, vraiment importante dans l'utilisation de cette intensité-là, mais pour nous, on ne coacherait pas, on ne pourrait pas mettre cette intensité-là en place. On va écouter le reste d'Enzo. Intense, ça, c'est le fun. Ils te poussent à devenir meilleur. Si tu fais une erreur, peut-être qu'ils vont te crier après, mais tu le prends pas personnel, tu sais qu'ils sont là. S'ils te crient après, c'est parce qu'ils veulent que tu développes. Le jour qu'ils te crieront pas après, c'est parce qu'ils ont give up sur toi et tu veux pas ça. Puis tu sais, mettons, là, on fait un backup sur... c'est exactement ce que vous avez dit en entrevue. Puis ce gars-là, il nous a dit exactement la même affaire. À quel point c'est hot quand t'es coach d'entendre tes coaching points, d'entendre ce que tu dis à un joueur qui rentre. Puis on n'était pas là avec Enzo, mais c'est sûr que ça ici, ça a un impact, mais ça vient valoriser le fait que, tu sais, l'intensité, on parle vraiment positivement de ça, mais il y a des fois où on l'a échappé au niveau de notre intensité à certains moments, mais on est capable de reprendre ça. Mais l'important, c'est que la majorité du temps qu'on l'utilise, cette intensité-là, ça a un impact qui est positif, puis de voir que ça a été compris comme ça par Enzo, qui vous a parlé après ça en entrevue, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis on a quand même des feedbacks positifs de la majorité des joueurs. Il y a certains joueurs, des fois, qui réagissent moins bien, mais on essaie de voir un peu pourquoi. Mais nous, on n'est pas là pour reculer face à cette intensité-là. On est là pour s'assurer qu'elle soit bien comprise puis qu'elle puisse être utilisée après ça. Parce que ça peut pas être quelque chose de négatif si jamais c'est expliqué puis qu'on prend du recul. Là, puis on n'est pas des gars qui aiment pogner une heure après les joueurs et compagnie. On aime ça avoir une relation avec nos joueurs. Mais il y a des fois que si jamais tu traverses quelque chose, au même titre qu'un parent qui éduque un enfant, on va dire qu'il y a des limites. Puis on est là, nous autres, comme coach, pour établir ces limites-là. Puis l'intensité est un outil pour nous permettre d'établir des limites puis des standards, en fait, pour l'équipe puis pour nos joueurs. Là. Puis nos backers, on le sait qu'on les traite différemment que peut-être d'autres coachs de position traitent leurs joueurs, mais le linebacker, c'est une position qui, dans notre croyance de ce que c'est, qui nécessite que ça fasse partie de toi-même, cette intensité-là. Là. Puis pour reprendre exactement aussi le fait que Enzo reprenne pratiquement les mêmes mots, en fait, là, que nous, on a dans notre entrevue, mais c'est pas surprenant. Je veux dire, c'est quelque chose, la petite extrait qu'on voit ou comment que je parle, c'est pas la première fois que je parle de même. Là. Ça fait déjà plusieurs fois, on est peut-être rendu à la 4e pratique du camp de Mouille, mais... Ben pas de Mouille, mais d'Aou, mais ça fait peut-être déjà 20 fois que je dis ça. C'est des choses qui se répètent vraiment beaucoup, là, en fait. Là. Fait que c'est pas surprenant. C'est sûr que c'est le fun, vu que tu comprends vraiment que le joueur le comprend, ça, mais même rien qu'avec l'extrait, il n'y a même pas besoin de parler. Enzo, je comprends qu'on est en même place les deux, puis qu'il comprend très bien que, je veux dire, on est connectés sur le même courant. Là. On va aller à la même place. Là. Puis en lien avec l'intensité aussi, c'est comme de connaître un peu que l'intensité est là, mais il y a tout le reste de la relation qui est établie aussi. Puis des fois, tu sais, même quand on voit, on va dire, un coach à la télévision péter une latte après un joueur ou quoi que ce soit, quand tu es coach, tu comprends qu'il y a une relation avec le joueur qui est établie. Donc l'intensité, elle n'arrive pas de nulle part. Il y a quelque chose d'établi qui est là. Puis le coach qui est intense, bien, il y a des raisons d'être intense. Je trouve que ça permet aussi de discuter de tout. Je trouve que ça permet d'essayer de comprendre un peu plus cette intensité-là. Des fois, qui peut être encore là mal perçue de l'extérieur. Ça dépend encore là du calibre, du niveau. Nous autres, c'est sûr qu'on est avec des jeunes adultes, les gars. Ils sont au cégep. L'objectif, c'est qu'ils performent, qu'ils nous aident à gagner. Mais l'objectif, c'est qu'eux autres aussi puissent aller jouer plus loin s'ils veulent. Fait que on n'est pas là pour te prendre par la main puis pas te transmettre de leçons à travers ça. Faut que tu apprennes, faut que tu sois sharp dans ce que tu fais. Fait que l'intensité a vraiment raison d'être avec la relation qui est établie. Mais des fois, je trouve les visuels qu'on peut avoir des coachs qui sont intenses, ça peut être quand même des fois négatif. Puis moi, je trouve ça tout le temps un peu de valeur, cette partie-là, parce que il y a une relation d'établie. Il y a beaucoup de travail qui a été fait en amont de ça avant que tu en arrives à crier après un joueur. Puis les joueurs, en même temps qu'on pourrait les questionner après la réaction du coach, le coach avait raison, un peu comme Enzo. C'est ça, c'était pas la première fois qu'il y a eu cette interaction-là. Il sait qu'il a fait une erreur en même temps, ou peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais là, après, il s'en rend compte. Puis après ça, il y a l'aspect que vous allez retourner les voir, les gars, one-on-one, puis vous dites, après 2-3 fois que tu lui as dit que c'est pas personnel, le gars, je pense qu'il comprend. Là. Mais il faut que tu lui dises. Il faut que tu lui dises une fois, ou 2, ou 3, ou 4, puis si il n'a pas l'impression de comprendre, mais tu lui répètes, tu sais.
Puis je pense que vous faites une grosse job de ça. Là. Il comprend, puis il y a aussi tout l'aspect de, tu sais, tous les nouveaux joueurs qu'on a, j'y vais vraiment avec les backers, mais en général, les joueurs des Vulcains, dès que j'ai l'occasion de savoir d'où tu viens, c'est quoi ton background, je veux dire, mettons, on est travailleur social dans la vie aussi, c'est notre job, en fait, d'essayer de comprendre les gens, de où ils viennent, en fait qu'on les prend avec leur bagage, mais mettons, s'il y a un joueur il nous parle de comment c'était pas évident avec son coach, puis qu'il a tout le temps eu de la difficulté à comme, avoir confiance en lui sur le terrain ou quoi que ce soit, ce joueur-là, on va pas le prendre plus avec des pincettes, c'est qu'on va s'assurer de... Qui comprennent les bases de notre façon d'interagir avec les joueurs. Puis... Mais c'est bien reçu, il n'y a pas d'énormément de mauvaises expériences. Moi, je me rappelle d'un joueur français, pour pas le nommer, mais qu'il n'était pas habitué à ça. Puis tu sais, peut-être les Québécois, on a un franc-parler peut-être un peu plus des fois que les Français, où il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, mais il avait été quand même choqué à un moment donné. Puis Steph, le head coach, il m'avait fait un feedback par rapport à ça, mais j'avais pris le temps avec lui, mais tu sais, justement, c'est important d'établir une zone où est-ce qu'on se comprend. Puis il y a peut-être aussi la différence culturelle à ce niveau-là, mais tu sais, tant qu'on est ouvert comme coach à se réajuster, je pense que le gros danger avec l'intensité, c'est si jamais tu es un coach, puis tu n'es pas capable de te questionner, puis de te remettre en question, puis tu n'es pas capable de réfléchir plus loin que ton intensité, je pense que là, ça peut vraiment être quelque chose de nuisible pour l'équipe, pour les performances des joueurs, mais pour leur confiance, puis pour la relation. Puis, tu sais, c'est des jeunes adultes, on n'est pas là pour les démolir, pas pantoute, là. Mais quand c'est utilisé consciemment, puis que... C'est du travail sur soi-même aussi qu'on fait depuis longtemps. Là, on le sait qu'on est des gars intenses. On compare avec des amis qu'on a, tout ça. Puis dans notre groupe d'amis aussi, mais on fait partie des. T'es un intense aussi, mais être intense, ça vient, c'est ça, avec. Ça a plein de plus-value, mais ça peut devenir quelque chose de négatif si jamais tu prends pas le temps de gérer ça. Mais je pense qu'on le fait quand même relativement bien. Puis on est à l'aise au feedback. Là. Puis les vétérans sont à l'aise de nous parler aussi. Je pense à Marcus, par exemple. Ouais. Ah, je pense que pour des gars qui disent les vraies affaires dans la vie, vous êtes ces gars-là. Là. Vous passez pas par quatre chemins, puis en même temps, les gars, En tout cas, le feeling que j'ai par rapport à vous autres, c'est que les gars, ils savent qu'ils vont se faire coacher tough, mais ils savent que ça a une raison, puis la raison, c'est que les gars soient meilleurs. Fait que, au final, si aucun gars prend ça personnel, puis tous les gars, ça les aide à être meilleurs, ben, je pense qu'on est sur le bon chemin. Là. Vraiment. Puis la partie, j'ai juste quelque chose à ajouter en lien avec ça, on dirait que ça m'a fait réfléchir là, de vous écouter, là, mais l'effort, en fait, l'intensité qu'on va amener, c'est presque tout le temps en lien avec l'effort. Tu sais, mettons, ça peut être technique, mais au niveau technique, je vais prendre le temps de t'expliquer, mettons, là, tranquillement, en fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait de technique ou quoi que ce soit, mais l'intensité qu'on... Puis on le voit pas nécessairement dans les extraits, mais quand que je coach, je le constate à chaque fois. Quand je deviens intense, j'ai constaté un manque d'intensité, un manque d'effort du joueur devant moi. Il n'a pas fini sa web jusqu'au sifflet, par exemple. Il a arrêté de courir, mettons, avant de se rendre jusqu'au porteur de ballon, même si on le plaque pas, ben... T'es pas censé juste mettre ta main de même, t'es censé être proche de lui puis être prêt à faire un plaqué même si on le plaque pas au sol. Fait qu'il y a cette partie-là de pas d'effort égale coach Doom va monter le volume. Puis c'est les gars le comprennent, puis on sent, moi puis Doom, les deux, qu'on a une... pas une responsabilité, mais qu'on est parmi les coachs qui sont le plus impliqués par rapport à cette notion d'effort-là. Nous autres, ça vient naturellement, t'as pas besoin de me dire « Hey, Christo, sois plus attentif à l'effort des gars. » Comme Doom dit, c'est un trigger. T'es pas en train de courir, t'es pas en train d'essayer de créer quelque chose, t'es tardif ou t'es passif ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Ça va nous faire réagir parce que pour nous, c'est comme inacceptable, mais ça fait partie des fondements de ce que c'est justement des joueurs de foot. Fait que cette notion-là d'effort-là, nous autres, on n'a pas besoin d'y penser. Ça nous frappe dans les yeux quand c'est pas présent. Tu l'as nommé. Les boys, on a parlé beaucoup de votre intensité, mais on a un autre petit extrait. Le voici. Être intense avec les gars, ça veut pas dire de leur crier après puis de leur les faire chier au quotidien, dans le day-to-day avec les pratiques et compagnie. Être intense avec eux, ça veut juste dire de leur exiger quelque chose puis d'avoir un niveau d'énergie, un niveau d'excitation qui est toujours au sommet pour leur permettre d'avoir accès à ça puis de maximiser leur performance parce que nous, on est encore de ceux qui croient que cette intensité-là peut juste être positive pour leur donner de l'énergie, en fait. C'est une façon de leur donner de l'énergie. Mais cette intensité-là, tu demanderais à moi ou à Doom de la contenir. C'est pas possible. On peut pas coacher. Boys, il faut en donner plus! Let's go! Toute l'année, les équipes adverses vont avoir peur de vous autres, OK? Puis les Herbies particulièrement, OK? Petite réaction par rapport à ça, de plus que ce que vous nous avez dit il y a dans la minute? Je pense que ça veut juste montrer que ça fait partie de notre ADN. On est comme ça, puis il y a des raisons pour lesquelles c'est notre sport préféré, il y a des raisons pour lesquelles on a trippé en jouant au foot, il y a des raisons pour lesquelles on aime ça encore autant qu'avant. On peut peut-être mettre moins de temps, on n'a peut-être pas nécessairement l'âge pour jouer et compagnie, puis ça ne tente pas nécessairement encore de jouer, mais je trouve que ce qui est mentionné là,
Puis il y a une partie qui est vraiment intéressante. On parle beaucoup de notre intensité, mais comme coach, le groupe défensif de coach est super intéressant. En fait, puis, tu sais, je pense à Rivard. En fait, là, tu sais, lui, il veut vraiment qu'on essaye d'être le plus possible. En fait, là, North, là, never too low, never too high. Puis moi, j'apprends beaucoup à chaque année de voir, mettons, les réactions à Rivard qui sont comme plus paisibles, puis sans me tempérer, juste des fois être un petit peu plus relax par rapport à un call d'un arbitre ou quoi que ce soit, être plus tempéré dans des zones, en fait, où les contextes sont plus pertinents pour moi d'être tempéré. Bien, ça prend de la maturité comme coach, puis c'est l'expérience qui m'amène à être de mieux en mieux à chaque année à ce niveau-là, mais il y a une partie de mon intensité que je dois gérer mieux quand même, en fait, là. Fait que, tu sais, on demande aux joueurs d'être intenses, mais je veux dire, comme coach, il faut s'auto-gérer aussi, là, tout le temps, que ce soit en pratique, en game ou quoi que ce soit, là. Puis il y a d'autres coachs qui peuvent t'aider là, avec leur force, là, comme Rivard, clairement, qui est un aide pour nous à ce niveau-là. Puis tu sais, derrière ça, l'intensité, en fait, il n'y a pas d'intensité mal placée quand il est vraiment bien réfléchi puis qui est éclairé, cette intensité-là. Si je me mets à péter une coche après un gars puis je l'envoie chier, puis j'ai pas tant de relation avec ce gars-là, puis après je dis rien après avec lui, puis je vais pas reprendre ça avec lui, il y a un méchant problème avec moi, puis là, je suis en train de foutre la merde dans une équipe. Travailler une chose, je sais que je vais. Tu vois, tu comprends, de moi, OK? Si j'ai ton bac, les gars, je veux juste que ça se passe comme ça. Si je suis plus intense avec les joueurs que je connais, je sais que je sais qu'est-ce qu'il vit présentement ou quoi que ce soit, puis j'ai pris le temps de m'intéresser à lui. Je développe la relation avec lui, il s'intéresse à moi, je m'intéresse à lui, on a une relation ensemble, je suis intense avec toi, puis après je vais le voir, je lui dis hey, quand je t'ai dit ça, juste pour être sûr que tu comprennes bien, c'était dans ce but, il dit ouais, je sais, coach. Puis c'est pas ça, on va s'entendre, mais je veux dire, une intensité, quand c'est bien, en fait, exprimé, bien géré, bien encadré, puis bien réfléchi, je veux dire, au bout de la ligne, il n'y a pas de problème à être intense. Je pense que c'est juste de tout le temps le faire dans le respect des joueurs, puis de comprendre que ces joueurs-là, ben, ils vivent plein de choses à côté du foot ici ou quoi que ce soit, qui vont faire en sorte que peut-être qu'il y a une pratique, peut-être qu'il y a une game, ils vont être moins là. Puis je veux dire, notre intensité, c'est là qu'elle peut peut-être plus déranger, mais c'est d'être alerte sur le non-verbal de notre joueur. Soit il pète une coche, par bienveillance, du qu'on veut qu'il performe mieux un prochain jeu, puis que tu vois qu'il n'est pas disponible, il y a peut-être de quoi d'autre qui se passe. C'est là que, comme coach aussi, l'aspect tout est individuel, en fait, le social puis relationnel embarque, puis comme c'est important de savoir qu'est-ce que tes boys vivent là, en ce moment. Là. J'aimerais ça qu'on fasse le lien entre votre travail puis le football. Qu'est-ce qui aligne votre coaching? Qu'est-ce qui vient mettre tout ça ensemble? Ça, c'est une grosse question quand même, tu sais. Tout l'aspect relationnel, tu sais, comme travailleur social, nous autres, on est 2 travailleurs sociaux de formation. On a la chance de travailler ensemble là, en santé mentale actuellement, mais tout ce qui est l'aspect relationnel, création de liens, puis caring, prendre soin des autres, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On apprend à faire ça avec des inconnus. Ben, on fait ça avec des inconnus au quotidien. C'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est quelque chose qui est présent pour nous de façon quand même assez naturelle. Ben, pas quand même, en fait, c'est très naturel pour nous d'entrer en relation avec le monde. Puis cet aspect-là relationnel, c'est inévitable sur un terrain de foot avec des gars avec qui on va passer autant de temps qu'eux. C'est des gars qu'on voit régulièrement pendant une saison de foot. On les voit un peu moins pendant l'off-season. On les revoit pendant les pratiques d'hiver. On les voit pendant le May Camp. Mais ça va vite qu'on crée une relation. Fait que cet aspect-là relationnel, je pense que le plus gros lien à faire avec le travail social, c'est le caring, la volonté, la bienveillance qu'on va dégager par rapport à eux sur le field. C'est semblable à ce qu'on peut faire avec notre clientèle dans nos bureaux. Puis l'idée, c'est qu'on est là pour les accompagner, mais on est là pour leur donner du pouvoir sur ce qu'ils peuvent faire. Puis nous autres, il y a une notion d'empowerment avec le travail social, qui est toute cette notion-là de donner le pouvoir d'agir aux gens qui ont sur leur vie et compagnie. Bien, nous, ce qu'on fait avec les joueurs, c'est qu'on leur donne leur pouvoir d'agir sur le field de la meilleure des façons en leur enseignant le foot, ce qu'on connaît du foot. Puis on n'est pas des experts du foot, mais ce qu'on connaît, on est à l'aise de l'enseigner, puis de les accompagner dans l'établissement de ces compétences-là sur le fil après ça. Fait que je pense vraiment à cette notion-là de prendre le pouvoir, saisir l'opportunité qu'ils ont de performer sur le terrain par l'entremise de cette relation-là. Là. Puis ça part de l'intérêt qu'on porte à ces joueurs-là. Puis tu sais, je dirais que la plus grosse différence entre notre façon de travailler quand on est travailleur social, en fait, dans notre travail en santé mentale, puis avec les joueurs, ben quand on est dans notre bureau de travailleur social, ben on jase avec les gens, puis c'est vraiment eux les experts de leur situation, c'est eux les experts qui savent qu'est-ce qui est le mieux pour eux dans leur vie ou quoi que ce soit. Comme coach, t'as pas le choix d'avoir un petit rôle un petit peu plus d'expert, en fait. Là, c'est toi qui coach, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux comme technique à utiliser dans le meilleur des mondes à ce moment-là. Il y a des fois plusieurs techniques qu'on peut proposer aux joueurs, mais je veux dire, choisis-le dans cet éventail-là, puis c'est ce qu'on veut que tu fasses, that's it. Fait qu'il y a cette partie-là aussi qui est peut-être un petit peu plus imposée comme coach, en fait, là, versus le travail social, mais
ça reste que c'est tout le temps en collaboration avec les joueurs, là. Comme quand on est avec des clients. Là. Puis encore là, je ferais le contraste avec le fait que les gens viennent pour être outillés quand ils viennent nous voir, par exemple, dans notre travail comme travailleur social, parce qu'ils n'ont pas les outils puis ils ont besoin d'un certain encadrement, d'un certain accompagnement. Donc, on le fait sur le terrain de foot aussi. Donc, le rôle d'expert, oui et non, mais c'est là que je suis un petit peu, puis je pense que Doom va acquiescer aussi, mais c'est là que le rôle d'expert, on l'a aussi quand même dans notre bureau en relation d'aide, puis on le voit, des fois, on est comme, moi, je sors des fois des rencontres dans mon bureau comme travailleur social, puis je fais, ah ouais, t'as réussi à aider cette personne-là dans tel contexte? Puis la réponse, c'est oui. Fait qu'on est là, on les dans les deux contextes, il y a quand même une certaine expertise qu'on finit par développer face à ce qu'on fait, puis face à tout ce qui est humain, le relationnel, puis la relation d'aide. Mais dans les deux cas, quelque chose que je pense que moi puis Doom on fait bien dans notre travail, puis au foot, c'est d'établir une relation. Puis je pense qu'on rencontrerait mes usagers, c'est tous des gens confidentiels, mais on rencontrerait les gens que je rencontre au quotidien. Puis il dirait Christopher, il n'y a pas de doute qu'il care, puis qu'on est important pour lui. Puis c'est quelque chose, je pense, qui est présent, puis ça serait ça dans notre façon d'être. On pourrait pas faire autrement, on ferait pas ce travail-là autrement, c'est ça. Je dis souvent aux gens, moi, que quand je t'en rencontre comme travailleur social, mon objectif, c'est que la personne se sente aussi bien que si elle est avec un chum en train de prendre une bière puis de jaser de la vie. J'essaie d'être comme ça, puis je dirais que même comme coach, j'essaie que mes joueurs soient autant à l'aise avec moi que comme si j'étais un de leurs chums, puis on est en train de prendre une bière, puis on est juste en train de jaser, même si on jase de foot, puis on est quand même plus intense par moment. Je veux qu'ils soient aussi confortables que dans un moment comme ça. Là. Fait que c'est un petit peu mon objectif, peu importe que je sois comme coach ou comme travailleur social. Là. C'est vraiment intéressant, les boys. Ça fait, on se connaît depuis quoi, secondaire 2? On n'a jamais parlé, on a joué ensemble, cégep, secondaire, on a coaché ensemble 4-5 ans, peu importe le nombre d'années. On n'a jamais parlé de ça, genre comment que ça vient toucher le foot, puis votre job. Dans le fond, c'est comme... C'est fou quand même d'entendre tout ça, puis de voir les liens. Là. Dans le fond, les liens... Ouais, les liens se font, les liens se font, mais oui. Ouais, pour nous autres, il y a des liens qui se font en parlant de ces choses-là, mais c'est des trucs qu'on avait déjà, moi, évidemment, on avait déjà eu des discussions un peu en lien avec ça, puis on est conscient. Là. Mais tout ce qui est en lien avec les relations, on peut faire des liens avec la job de travailleur social. Mais c'est ça, donc Puis on parlait de famille tantôt, là. La création d'une famille au foot, il faut que ces 50 gars-là aient une relation ensemble, puis que la majorité, leur relation de 1 à 1 fonctionne bien pour que la relation de l'équipe fonctionne. Là. Fait que, chaque relation que tu peux développer comme coach, en fait, là, même si tu jases avec des joueurs offensifs, que tu jases avec des joueurs défensifs, t'es coach défensif, oui, mais t'es coach des Vulcans avant tout, puis ta relation avec chaque individu de cette équipe-là va avoir un impact sur cet esprit d'équipe-là. Sur l'unité que ça forme, exactement. Ouais. Passons à la prochaine étape, les boys. Let's go. C'était sick la prise de vue comme ça. Ouais. T'étais avec les fermes, je te demande. Non, mais Je comprends que ils sont pas là pour le fun. Les autres aussi sont là pour gagner. Ils veulent la bague. Fait que... Non, mon désir de gagner un championnat paraît clairement dans ma façon de parler aux joueurs. Ouais, ça, c'était ma façon de dire à Christo ta gueule. Je suis pas d'accord avec toi. Je veux dire de quoi qui faisait pas son affaire en lien avec la volonté de gagner. Mais c'est sûr, tu sais, jamais tu fais ça. Puis tu sais, Steph, il le dit bien même dans votre intro, là. Peut-être qu'est-ce qu'on fait en bowling, c'est pour gagner. T'sais, on veut que les gars aient du fun et compagnie, mais c'est le fun de gagner, c'est pas le fun de perdre. Puis c'est la base de ce qu'il y a dans cet extrait-là. Puis gagner un championnat. Puis jamais tu fais ça, puis tu veux pas gagner le championnat, pourquoi tu fais ça? T'sais, c'est comme une équation impossible, en fait. Puis le fait qu'on n'ait jamais gagné, quoi que ce soit, qui fait du sens au niveau du foot et compagnie. Même nos équipes sportives, les Bears, ça s'en vient, mais même nos équipes sportives, on a... mais faire partie de quelque chose, d'un club gagnant, c'est quelque chose qui... Ça ajoute une motivation. Un club champion, mais pas juste gagnant. Ouais, champion, c'est de faire partie d'un programme qui gagne, c'est quelque chose qui... Ça n'a pas de prix, puis on n'a jamais eu l'occasion de vivre ça, mais probablement que quand tu le vis une fois, tu veux le vivre à l'infini. Mais je trouve que cet extrait-là, il fait juste témoigner. Il y a une raison pour laquelle tous ces gars-là font ça. Oui, ils aiment le football, mais c'est pas je perds. Puis on a perdu, nous autres, nous. Nos années qu'on jouait, on perdait. On n'était pas encadrés, on n'était pas coachés comme les gars sont coachés aujourd'hui. Il n'y avait pas une valeur. Tu sais, tout ce qu'on dit par rapport au coaching, même qu'on parlait d'intensité un peu plus tôt, toute la valeur qu'on accorde aux joueurs, puis qu'on sent que Steph accorde, puis ça part beaucoup de Steph, là, moi puis on prend pas beaucoup de crédit pour ça, c'est lui qui fait le gros de la job relationnelle avec les gars, puis
tout on teinte au fur et à mesure, puis on accompagne ce que Reeve met en place, mais ce que Reeve fait, c'est immense, puis on est conscient du privilège que les gars ont présentement, puis de le fait que c'est atteignable de gagner. Dans notre temps où on jouait, nous autres, là, tu m'aurais dit, tu vas gagner le bol d'or, j'aurais dit oui, parce que genre il fallait que j'y croie, parce que je joue au foot, m'a frappé du monde, puis c'est un sport où il faut que tu ailles all-in. Mais la réalité, c'est que les gars ont vraiment l'opportunité de gagner, puis on a l'opportunité de les accompagner pour gagner actuellement, puis c'est live. Puis vous avez filmé une année où est-ce que ça a choqué en playoff vraiment beaucoup trop tôt. Mais on est dans des années où est-ce que c'est là, le bol d'or peut être direct là, il est direct là. Clair. On continue à écouter l'extrait. Puis ça, ça de démontrer de l'intensité de même. Ouais. Vous faites souvent? Tout le temps. Ouais, tout le temps. Puis c'est sûr que moi et Christo, là, naturellement, dans notre vie, on est toutes les deux du monde. On est des toucheurs. Là. Je sais pas comment le dire autrement. Je veux dire, on aime ça, le contact avec les autres, en fait. Là. Fait que je On veux a dire, moi, grandi ensemble, mais on est habitué d'avoir quelqu'un dans notre bulle, puis d'avoir quelqu'un à poker un peu tout le temps et compagnie. Puis puis, mettons, t'es mon bon chum de gars ou t'es une pote à moi, peu importe. C'est sûr que moi, si je te vois, moi, pas juste dire, hey, salut. Hey, yes, man, en forme. Fait que, jusqu'à temps que tu lui dises, hey. Ouais, c'est ça, on va respecter les bulles des gens qui vont s'affirmer auprès de nous en lien avec ça. Mais tu sais, avec nos joueurs, mettons, il va y avoir une proximité physique qui va être dans le respect d'eux autres. C'est à la bonne place, ils ont une casse de foot, ils ont des épaulettes, ils viennent de brasser un gars, tout ça, c'est le temps, tu tapes sur le casse, taper ses épaulettes, il n'y a pas vraiment de mauvais feedback des joueurs pour ça. Là. Ouais. Puis il y en a qui nous disent hey, tape-moi pas sur le cage, j'ai mis un coup sur l'épaule, quoi que ce soit, puis on va respecter ça ou quoi que ce soit. Mais les gars, ils apprécient cette espèce de recherche-là de contact, puis dire man, moi je te vois faire de quoi d'excitant, mettons au foot, tu viens de frapper quelqu'un. Donne-moi la chance de frapper quelqu'un, ça va être toi. Mais ça va être de l'amour, là, mais c'est juste, hey, je vais profiter de cette énergie-là intense avec toi, man, puis let's go, man! C'est pas souvent mal reçu, le gars vient de frapper quelqu'un pour de vrai, il vient de se passer quelque chose quand on fait ça, c'est rare qu'on fait ça dans un drill de footing, là. Dans un drill où est-ce que ça... dans un drill où est-ce que ça brasse. Jamais ça. Dans un drill où est-ce que ça brasse, comme ça tu tapes sur le casse, on a un chest-bump et compagnie. Mais c'est ça, puis tu sais, faut se dire que nous autres, la seule façon de vivre un minimum de... que ça peut être du foot, c'est de juste aller toucher un casse de même, ça nous fait du... Ça nous met hype, nous autres tous, genre, OK, le gars vient de faire de quoi, tu sais qu'il a utilisé son casque, son épaulette, t'es là, tu peux rien qui tape dessus, t'es comme, let's go. Ça te rapproche du terrain. Exactement, ça rapproche, exactement, c'est ça, puis il y a quelque chose. Puis Steph, il essaye des fois de nous envoyer dans le boot pendant un game, mais moi, on n'est pas des gars de boost. Puis Steph, il le sait, là, puis il va écouter probablement qu'est-ce qu'on se dit présentement, mais on n'est pas des gars de boot. On est là sur le fil, moi, tu m'enlèves du terrain, je sais pas qu'est-ce que je fais dans le boot, moi, checker les papillons, genre. Non, je suis sur le terrain, j'observe mes joueurs, je suis là, puis je suis avec eux, puis je peux... en contact, il faut que j'aille les pieds sur le terrain, il faut qu'on l'aide émotionnelle aussi, je pense que c'est votre force, là, puis on le perd si vous êtes dans le boot à garder l'offensive adverse ou whatever. Là. Il y a une chose, puis c'est moi et notre gros défi des fois, c'est de pas trop embarquer dans les plates-bandes des autres coachs à certains moments, mais on essaie de garder une implication qui est pour tout le monde par rapport à l'effort, mais l'implication émotionnelle un peu plus avec notre crew back, la défensive, je dirais qu'on essaie un peu plus de... Mais ça, mais 100%. Puis le feedback des joueurs, là, je veux dire, mettons, ils viennent de faire un gros jeu pendant une game, ou même pendant une pratique, là, ils reviennent. Là, ils veulent se faire brasser. Ils voient, là, mais il y a même coach Nick avec nous, là, on est trois intenses comme coach des backers, mais je veux dire, les trois, on se regarde, puis c'est comme, c'est qui le premier qui y parle, puis on est juste trop excités, puis on a juste trop hâte de dire, like, good job, man, puis genre d'être... Fait que c'est ça qui les attend, puis attends un peu, je vais y finir. C'est ça qui les attend là, quand ils reviennent sur le sideline. Fait qu'ils viennent de faire le party avec leur chum sur le terrain, puis ils savent qu'ils ont trois coachs qui les attendent pour faire le party sur le sideline avec eux autres aussi. Puis tu sais, je ramène l'esprit de famille, mais c'est ça aussi, là. Tout est interconnecté, puis on est là, on est des coachs, mais on est... Si on peut, on serait sur le terrain avec vous autres, mais on peut pas. C'est notre façon d'être 100% avec vous autres, puis de célébrer avec vous autres. Je veux dire, j'aime le foot, là. Une des raisons que j'aime le plus le foot, ben oui, clairement, mettons, l'idée de gagner un championnat, mettons, c'est clair, c'est une obsession, puis c'est l'idée principale, mais c'est la célébration qui est tout le temps présente, là, au foot, là. À la défensive, tu peux faire n'importe quoi, tu fais un gros plaqué, tu as le droit de célébrer avec tes chums de façon respectueuse à l'adversaire, tu fais une interception, tu fais un sac du corps, tu défonces un bloqueur qui te permet à un joueur, en fait, de venir faire un gros plaqué, tu peux célébrer tout le temps. Tu vois un de tes chums faire une interception incroyable, tu vas aller célébrer avec lui. Là. C'est un sport de célébration.
dans le respect de l'autre équipe, mais c'est incroyable, ça, là. Il y a toute la notion aussi de saisir le moment, tu sais, le moment qu'ils ont, mettons, Doom parle de célébration, mais c'est comme chaque moment qu'ils sont sur le field, qu'ils font un jeu, c'est un jeu de moins qu'ils vont faire dans leur vie aussi. Tu sais, c'est court, là, une carrière de foot, ça dure pas longtemps, puis ils sont déjà à la fin, les gars collégiales, la grande majorité joueront pas au football universitaire. Fait qu'il y a toute cette notion-là aussi, pourquoi pas célébrer puis en profiter à chaque fois que ça arrive en pratique, même là, que Doom soit de même en pratique parce qu'il vient d'avoir un gros hit sur du one-on-one. C'est un one-on-one de moins que Doom va voir. C'est un one-on-one de moins que Tanguy là-dessus va faire. C'est des trucs, genre, chaque moment comme ça, c'est des gros jeux, puis c'est vite arrivé une blessure et compagnie, mais il faut. C'est comme une façon, on dirait, de comme profiter du moment présent et tout, là, d'être là-dedans. Là. On va continuer avec un de vos stud linebackers qui s'est blessé, je pense, la première ou deuxième pratique, qui parle un peu de qu'est-ce qu'il pense justement de votre intensité. Bête ou qui crie après, mais je comprends qu'ils sont là pour aider. Puis je pense que c'est quand même une bonne approche que trop des gars de l'équipe apprécient. Là. Mais quand ils sont là et qu'ils te poussent, ben là, t'as pas le choix de devenir meilleur. Ça, mais, je veux dire, il y a un aspect obsessionnel, clairement, que je reconnais à vouloir gagner un championnat. Je suis tellement passionné. Fait que je pense que ça vient faire boucler la boucle de qu'est-ce qu'on parlait d'intensité. Tu sais, moi, je trouve qu'on a super bien montré. Tu sais, si j'ai à parler personnellement, c'est dur à dire c'est quel mon épisode préféré, mais mon épisode que j'affectionne un petit peu plus que les autres, je pense, c'est celle-là. Puis l'idée de nous, qu'on avait, Ryan puis moi, de faire le Hard Knocks, ben, sur la ligne de mêlée, c'était de montrer le football dans toutes ses formes, puis de montrer le football, pourquoi aussi c'est intense. Tu sais, des fois, ta mère, elle écoute... Et pourquoi que le monde il se crie après? Pourquoi que les coachs ils crient après? T'sais? Fait que je vais essayer de montrer ça. Puis je pense que vous autres, dans mindset, qu'est-ce qu'on a filmé sur le terrain? Puis les entrevues, on a vraiment montré l'essence de c'est quoi. Pourquoi qu'il faut être intense au football? Pourquoi que ça a le lieu d'être? Puis là, après ça, ben, on a l'épisode de PL qui est intense à sa façon avec l'offensive. Mais je pense que ça vient tout mettre ça ensemble du fait qu'on a besoin de ça dans ce sport-là si on veut être bon. Puis je pense que ça l'a juste bien montré. Puis là, si vous le dites, c'est montré, c'est répété. Ça enlève beaucoup des préjugés aussi encore qui sont encore présents du fait que c'est du monde qui se rentre dedans, puis c'est juste un sport violent, dangereux et compagnie. Mais tu sais, les gars qui font ça savent qu'il y a des risques, mais le thrill, puis pas l'événement, mais le moment de jouer au football, c'est quelque chose qui est tellement exceptionnel, puis qui vient avec tellement d'autres facettes que du monde qui se rentre dedans. Je me rappelle, j'avais fait une présentation orale au secondaire sur... il fallait choisir en tout cas un thème. Évidemment, j'ai choisi le football. Puis j'avais montré un highlight de Big Hit. Si jamais vous voulez voir un highlight de Big Hit sur YouTube, tu vas avoir de quoi. Big Hit football sur YouTube. Puis moi, c'était la chanson de Till I Collapse de Eminem qui jouait. J'avais montré ça. C'était le highlight qui était probablement trop long pour ma présentation orale. Je présentais c'était quoi le foot. Puis j'étais fucking intense là-dedans, mais... La prof, en finissant, elle s'appelait Lynn, je me rappelle plus quoi. Puis, présentation orale de secondaire 3, je pense, ou 4, mais la prof, quand elle a fini ça, elle m'a regardé, elle dit « Puis toi, t'aimes ça jouer au football? » Puis moi, après ça, il fallait que je parle du football, mais j'étais « Ouais, mais c'est à cause que moi, je le sais, qu'est-ce qu'il y a de plus que ça? C'est pas le fun de se faire péter, là, mais toi, le highlight de Big Hit, c'était juste ça, mais ouais, j'aime ça jouer au football. » Mais je trouve que l'idée des gens qui connaissent pas le football, c'est beaucoup associé au fait que genre, t'as tellement raison. Mal, pourquoi ils se rentrent dedans avec des casses en métal, des épaulettes. C'est ça la game. C'est ça, exactement. Mais non, mais ouais, mais j'aime ça jouer au football. Puis il y a bien d'autres choses, mais je trouvais que sa réaction à ce moment-là, je trouvais qu'elle témoigne un peu de des fois ce qu'on peut avoir comme impression des gens qui sont pas dans cet univers-là. Fait que je pense que vous, en mettant l'accent sur d'autres choses que juste des big hits, il y en a une couple de hits dans vos clips, mais c'est pas la grosse affaire. Je trouve qu'on vient voir d'autres choses. Oui. Puis tu sais, l'expérience football, là, physiquement, ça a l'air de faire mal. On peut même penser que le gars, mettons, il pète quelqu'un, puis il est excité à cause que son ego a pris le dessus, puis il a dominé l'autre au niveau de son ego, mais c'est même pas ça. Physiquement, ça fait du bien de frapper quelqu'un avec des épaulettes puis un casque. Il y a quelque chose d'excitant à ça, là. Puis c'est vraiment ça, là, en fait, là, c'est... Un hit au foot, c'est indescriptible, t'en vis plusieurs quand tu joues au foot longtemps, mais... Puis t'en vis un nombre limité parce que maintenant... C'est le fun, mais pas juste à cause que tu domines l'adversaire, c'est le fun à cause que tu as senti quelqu'un se fracasser sur tes épaulettes, sur ton casque. Puis nos joueurs le savent, là, c'est fou. C'est ça. Ouais, les gens qui savent ce que Dom vient de dire, ils savent, t'as pas besoin de l'expliquer, mais quelqu'un qui l'a jamais vécu comprendra pas c'est quoi le fun rentrer dans quelqu'un à pleine vitesse.
Puis, tu sais, je pense que tu m'en avais parlé un peu, Louis, excuse. Même là, on en parle, puis on est excité, Ouais. mais tu sais, c'est excitant, c'est qu'on pense, vrai. on pense aux plaqués qu'on a fait et compagnie. Même se faire péter, à la limite, il y a quelque chose. Ça te réveille. Mais il y a quelque chose ici, Louis, tu nous avais dit, on va continuer après, inquiète pas. Mais je me rappelle, tu nous avais dit, hey, pour rien, les gars, pendant que vous faisiez le montage de tout ça, t'étais comme, on voulait faire en sorte que sur la ligne de mêlée, ça soit compris par monsieur et madame tout le monde, qui connaissent pas nécessairement le foot, puis qui comprennent vraiment mieux c'est quoi. Puis on s'est juste rendu compte que c'est juste pas possible d'aller 100% dans cette direction-là non plus. Fait qu'on décide de prendre la direction aussi de s'assurer que, ben, premièrement, le monde qui aime le foot, il aime sur la ligne de mêlée. Puis après, ben, les autres vont pouvoir embarquer, mais ça sera pas d'entrée de jeu, genre le public cible, en fait, ou quoi que ce soit. Là. Fait que tu peux pas dénaturer, tu sais, vous avez réussi à pas dénaturer ce que c'est Ouais. réellement, mais vous avez réussi à amener un aspect puis la loupe, Intéressant aussi pour les autres. un zoom sur quelque chose qu'on voit pas si jamais on n'a pas déjà été dans le foot. Les commentaires qu'on a eus, là, du niveau, mettons, diffuseur de TV, c'était des commentaires genre, c'est trop spécifique. On peut-tu écrire tous les termes, c'est quoi en français? Là, on commence à regarder ça, l'épisode 1. Linebacker, secondaire de ligne. D-line, ligne défensive. Là, après ça, shed un gars, shed. Jeter vers. Là, j'étais comme, oublie ça. Tu sais, 2 mots anglais, là. Là, j'étais comme, là, le but, c'est qu'au final, on monte le foot. On monte le foot dans les termes qu'il y a. Si tu dis un tackle, on ne dira pas un plaqué. Dans la vie, on utilise tackle. Dans le coaching, on va utiliser tackle. Puis c'est ça. Fait que là, c'était plus... On dit des vrais mots de foot, puis on n'essaie pas de dire le demi de coin. Tu sais, DB, c'est un DB. Là. C'est un corner même, mais on joue avec des positions. Les gens feront leur recherche, on veut, ils iront chercher leur info comme plus. Quand tu écoutes Arnox, ben, il parle de position, il parle de trucs, il parle d'affaires, il parle un peu, pas de scheme, mais de trucs qu'il faut que tu comprennes un peu le football pour comprendre. Puis c'est ça qu'on a réalisé avec Ryan. On peut pas... Ça peut pas viser quelqu'un qui connaît pas pantoute le foot. Parce que là, il aurait fallu parler de, tu sais, c'est quoi les affaires. Mais là, on est plus dans le pourquoi que ça existe. Fait que c'est pour ça un peu que ça l'a flippé notre mindset, là. Mais tu sais, c'est sûr que c'est ça, c'était quand même un challenge de dire... En même temps qu'il y a la personne qui a jamais été dans le foot, qui connaît rien du foot, mais qui voit ça, ça peut piquer une curiosité. Puis je pense que à travers ça, je pense que vous avez quand même réussi à faire ça. Je pense qu'il y a des gens probablement qui ont checké ces clips-là. La blonde, la sœur d'un joueur ou peu importe quoi, qui n'était pas nécessairement intéressé au foot, qui ne connaissait pas grand-chose, ben ça permet une certaine introduction. Puis OK, c'est ça qu'il fait, mon chum, 5 soirs semaine pendant la saison de foot. Puis, fait que ça amène quand même cette partie-là de même, je sais pas à 100% tout ce qui se passe, je comprends pas tout ce qui se passe, ben, je suis capable de voir un petit peu. Ça peut ressembler à quoi. Les boys, on a parlé du désir de gagner. On va parler un peu plus de blessures. Je pense que le plus gros défi qu'un joueur peut vivre quand il est passionné, comme moi je l'étais, c'est de ne pas pouvoir faire son sport à cause d'une blessure importante qui l'amène à être à l'écart du terrain puis à finalement travailler littéralement sa tête. Là. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, moi je m'étais fait opérer à l'épaule, une grosse UAB, ça a pris 6 mois en fait avant que je puisse commencer à faire du contact. Fait que ça a vraiment été long. Fait qu'il y a des blessures comme ça qui vont être longues sur la réparation, puis peut avoir des gros dommages aussi au niveau de ta santé mentale comme joueur à ce moment-là. Comme jeune joueur, là, c'est bien beau, là, j'ai plein de belles choses à côté aussi là, du football. Là. Je coach, mais j'ai plein de belles choses à côté. Mais quand que je joue au football dans le temps... Ça prenait toute la place, là? Quand on me posait la question, je suis qui, puis qu'est-ce que je fais? Je suis Doom Gagnon, jumeau à Christo, puis je joue au foot. C'est ça, exactement, c'est ça. Je suis qui, ma personne, mais je suis joueur de foot. Puis là, je suis joueur de foot, puis je peux pas jouer. Fait qu'un joueur qui se blesse, je pense que moi, en tout cas, c'est ça le plus gros struggle qui me vient en tête. Marcus, Marcus, c'est qui fait? On peut-tu parler de ça, les boys? Quelqu'un que ça devient sa personnalité, le football, puis qui se blesse. C'est quoi les dangers de ça? Ben, c'est sûr que je pense que, mettons, rapidement, cette personne-là, il faut qu'elle... Ben, comme coach, je pense que c'est notre rôle, en fait, mais il faut aller jaser avec ces joueurs-là. Là. Les joueurs qui ont des blessures importantes, là. Je le nomme un peu dans tout ça, mais c'est tellement important la place des coachs auprès de ces joueurs-là. À cause que les coachs, nous, on a eu une expérience souvent comme joueurs avant, puis on en a probablement déjà vécu des blessures difficiles. Fait on a une expérience qui peut des fois être supportante. Puis des fois, juste d'être là pour dire hey, « je suis là, man, s'il y a quoi que ce soit ». Ils ont besoin de vivre, en fait, leurs émotions par rapport à leurs blessures ou quoi que ce soit, mais juste de sentir un support émotionnel en lien avec qu'est-ce qu'ils vivent, puis pas juste un next man up, puis PA, man, t'es un fucking dog, ou Marcus, t'es un fucking dog. On a vraiment, vraiment, genre, plein d'aspirations pour toi sur le terrain cette année.
tu te blesses, ben t'es rendu juste oublié. Non, Marcus est encore autant important. C'est juste que présentement, ben, ton processus va être différent, va retrouver le terrain, mais tu vas avoir d'autres rôles. Puis présentement, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu gères cette blessure-là. Fait que de s'assurer que le joueur se sente quand même important, malgré le fait qu'il joue pas au foot. Parce que la première chose qui se passe, c'est pour l'avoir vécu, la première chose qui se passe quand tu te blesses, puis que tu es joueur de foot, puis que c'est la principale chose que tu fais dans ta vie, ben, tu te sens inutile. Puis rapidement, ben, si ça continue à rouler vite en boucle, ça peut vraiment devenir un cercle vicieux vraiment négatif. Puis je pense qu'il y a probablement déjà des joueurs de foot, des sportifs là, qui ont eu des dépressions, qui ont débuté en lien avec une blessure importante, qui les a amenés dans je peux pas faire la saison. Puis je l'ai dit tantôt, là, mais tu sais, une saison de foot, c'est à l'année longue. Fait que je m'entraîne toute l'année, toute l'off-season, toute l'année d'avant aussi, j'ai peut-être pas vu le terrain. Puis là, finalement, j'arrive à ma saison que je peux enfin starter. Les coachs ils ont confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps. Paf, mon épaule à brise, comme Marcus a vécu. OK, mais moi, je rembarque dans le processus, puis j'ai encore une année à faire de travail pour être disponible pour embarquer sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? C'est vraiment ce que je veux faire? Il y a plein de remises en question qui viennent. Là. C'est vraiment immense, en fait, l'impact que ça peut avoir s'il n'y a pas un support autour de ça. Là. Moi, en continuité avec ça, je trouve vraiment que, justement, on est là, nous autres, on a comme le mandat de l'aider à croire qu'il est encore important, mais je pense que le plus gros défi, c'est lui-même, le joueur avec lui-même. Là. Donc, on parle de santé mentale, admettons, mais la santé mentale, c'est ça. On est tous avec notre santé mentale au quotidien. Puis là, c'est là que notre volet, nous autres, comme travailleurs sociaux, on travaille quotidiennement avec ça, mais moi, je trouve que le plus gros défi là-dedans, c'est vraiment le joueur avec lui-même. Puis on l'a vu, Marcus, on avait bien beau avoir des talks avec lui. Il a bien géré sa blessure, mais il y avait un moment où il avait besoin d'handle ça par lui-même. Puis il y a une grosse limite quand même de ce que nous, on peut faire, de ce que les thérapeutes, les physios peuvent faire, les autres joueurs peuvent faire. Le gars, on se mentira pas, dans les faits, il est moins utile à l'équipe sur le terrain. Il peut pas performer. Il est clairement moins utile qu'il était avant. On essaye d'y se faire croire, mais je trouve qu'il y a une notion un peu de... Il peut pas croire ça à 100%. Il sait qu'il blitzera pas le carrière de l'autre équipe pendant 6 ou 7 semaines. Je me rappelle pas comment c'était de temps, mais... Fait que le gars, il faut qu'il trouve le moyen de faire la paix un peu avec cette réalité-là qui va l'accompagner pour les... Puis Marcus, on est chanceux, on l'a eu vers la fin de saison. Mais des gars comme Domidi, puis des grosses suyables, ça peut être très très long. Mais il faut que le gars trouve le moyen de faire une certaine paix avec cette blessure-là, puis de faire un sens pour après ça. Est-ce que je continue de grinder ou j'arrête le football? Parce que la blessure vient aussi avec des fins de carrière au football, mais des fins d'études. Il y a plein de joueurs là, à chaque année au collégial. C'est pas souvent parlé, mais des joueurs qui allaient au cégep, ils vont se blesser puis qui vont se réorienter ou qui vont juste arrêter l'école puis qui vont aller travailler peut-être au Canadien intérieur ou quoi que ce soit. Il y en a plein des possibilités. Fait que ça a des grosses conséquences. Mais quelque chose que je pense qui pourrait être... quelque chose, en fait, qui est peut-être bien pas assez mis en place à travers le sport, c'est de prendre ces gars-là et de s'assurer qu'ils ont un suivi à ce niveau-là. Nous, comme coach, on fait notre possible, mais tu sais, ça, on n'a pas le temps de ça. Puis actuellement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits à travers le Québec ou d'établissements scolaires, en tout cas, là, qui ont un support psychologique légitime pour ce type de situation-là. Où est-ce que on en parle brièvement même, puis Doom, il parle de dépression. Tout est là pour des dépressions. Là, tout est en place pour que ça arrive là, avec une blessure sérieuse. Là. Puis, il y a une partie où, sinon, je repensais à tout l'aspect famille, en fait, là, l'esprit d'une équipe, l'esprit de famille d'une équipe. C'est là que ça va prendre tout son sens. Aussi, des beaux moments que tu partages, des célébrations, des belles victoires, des défaites moins agréables que tu as vécues, mais tu es ensemble pour la vivre ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, dans une blessure, le joueur qui est dans une équipe, qui n'a pas vraiment d'esprit d'équipe, il est littéralement jeté aux poubelles. Là. Je veux dire, il est oublié, ce joueur-là. Il n'était plus sur le terrain, t'es plus dans l'équipe, littéralement. Là. Il y en a des joueurs là, dans d'autres équipes, probablement, qui vivent ça ou quoi que ce soit. Fait que dans les Vulcains, la partie, on parle souvent en travail social de tissu social. Là. C'est un peu le filet social qui permet à chaque être humain d'être un petit peu comme supporté par le reste de la société pour s'assurer de ne pas juste tomber à terre, en fait. Là. Quand il arrive quelque chose, puis qu'il arrive des événements à tout le monde, en fait. Mettons comme l'aide sociale, ça fait partie d'un des éléments du tissu social, en fait, là, au Québec, là, qui est quand même super aidant. Ben, dans une équipe de foot, pour elle, les liens que tu as avec tes boys vont avoir un impact sur, OK, moi, je suis blessé, mais regarde, OK, le carrière partant de mon équipe, Alexandre Gouin, il va quand même venir me dire yes, il va prendre des nouvelles sur moi. À chaque fois que j'arrive à une pratique, même si je suis pas habillé, tous mes chums viennent quand même s'informer pour savoir comment que je vais. J'ai quelques coachs qui s'informent aussi. Mais tranquillement, je la rebuild, cette confiance-là, pour faire comme, OK, j'ai encore ma place, même si je suis pas un joueur de foot actuellement. Je pense que la partie aussi où est-ce que je pense que le staff à Steph puis le cégep à Victo fait vraiment bien, que des fois
on a l'impression peut-être bien que c'est différent dans certains cégeps, des histoires qu'on entend de joueurs qui sont allés ailleurs. Des fois, c'est pas pareil partout, mais à Victo, je pense que ce qui est bien fait à ce niveau-là, c'est quand même la partie où est-ce que les gars, dans tout l'encadrement académique puis l'accompagnement pour qu'ils soient des bons citoyens, c'est quand même vraiment présent aussi. Fait que je pense que notre travail, le travail autour de ça qui peut être fait aussi en réfléchissant en entendant Doom, c'était le joueur, faut qu'il sache pas juste quand il y a une blessure qu'il y a d'autres choses que le foot. Faut qu'il sache qu'il y a le football, mais il y a plein d'autres choses. Faut qu'il entretienne d'autres sphères de sa vie aussi. Là. Fait que c'est là que l'équilibre mental peut être maintenu aussi quand le joueur, tu sais, mettons. Je pense que nous, c'était aussi d'être plus alerte. Le joueur, que c'est juste le football, ben s'assurer d'avoir des talks avec lui pour s'assurer qu'il mette des œufs dans d'autres paniers aussi pour pas que le tronc soit coupé et qu'il n'y ait plus rien après ça. Là. Fait que cette partie-là, je pense que c'est un gros rôle que les établissements, les organisations ont à faire auprès des joueurs, de s'assurer que ces joueurs-là n'iront pas professionnels la grande majorité. Le football va se terminer un moment donné, puis il y a bien des fois que ça se termine à cause d'une blessure, il y a bien des fois que c'est une décision personnelle, il y a plein de possibilités, mais si jamais ça se termine puis tu voulais pas que ça se termine, faut que tu aies d'autres choses de préparer. Puis toi, Doom, grosse blessure à l'épaule, t'as manqué une saison, même quasiment 2, avec tu t'es reblessé. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé, ça? C'est toi qui m'as brisé. Off-cam ou sur la cam, c'est Louis qui a blessé le J'avais pas C'est correct, on peut en parler. Oui. Mais tu sais, quand on parle d'intensité mal placée. Non, mais je vais y aller avec ta question après, mais tu sais, un exemple d'intensité mal placée. T'sais, ma blessure, c'est justement toi, là, Louis, là, qui m'avait blessé, puis c'était pas toi qui étais cave comme joueur, mais quand on jouait dans les Vicars, justement, au secondaire, on a fait un drill qui était complètement inutile. Impensable en 2026, impensable en 2026. Dans l'intensité que ça amenait, puis ça l'a amené une blessure vraiment sérieuse de mon côté, une épaule qui débarque. Puis à ce moment-là, mon épaule débarque, je m'en vais à l'hôpital, on replace cette épaule-là. Mais une épaule qui débarque égale, j'avais 4 mois à faire avant de pouvoir refaire du contact. Fait que ma saison actuelle en cours était terminée. Puis l'autre saison après, j'arrivais dans les Vulcains. Qu'est-ce qui arrive après quand j'arrive dans les Vulcains? Mon épaule n'est pas encore à 100% ou quoi que ce soit. Finalement, les Vulcains me retournent dans les Vicars. Puis ça, c'est l'impact de ma blessure. Puis il retourne son frère jumeau dans les Vicars parce qu'ils veulent pas séparer deux jumeaux. Moi qui avais eu un très bon camp d'entraînement, mais tu sais. Cette partie-là, c'est ça. Fait que ça a eu une répercussion immense finalement sur la suite de ma carrière. Moi, c'est ma dernière année dans les Vicars, puis après, je m'en vais dans les Vulcains. Mais non, finalement, cette blessure-là m'amène à pas être à 100% pour mon camp d'entraînement pour les Vulcains. Puis finalement, les Vulcains décident de me retourner moi puis mon frère dans les Vicars, vu qu'ils pensent que mon épaule ne sera pas assez tough à ce moment-là pour jouer collégial. Je fais cette année-là dans les Vicars, ça va bien. Première année avec les Vulcains, ça se passe super bien de camp. Game hors concours, mon épaule rétire un peu. Puis finalement, ça a débarqué, puis j'ai manqué une année complète là, après. Là. Puis les impacts mentaux, tu sais, mettons, t'avais ton frère qui te backait, t'avais des bons amis. Tu sais, comment ça t'a impacté tout ça? Mais c'est sûr que la première chose, c'est vraiment la première fois que ça arrive, t'es comme, OK, c'est sûr que tu te dis, je vais être en mesure de recommencer à jouer au football, tu connais pas encore c'est quoi ce type de blessure-là, tu comprends que c'est vraiment intense à cause que t'es plus capable de bouger ton épaule, puis fait que t'absorbes tranquillement les informations que les médecins te donnent, t'es comme, puis t'as super confiance, tu te dis, ça reviendra pas, tu sais, je vais la gérer comme du monde. C'est sûr que, tu peux pas jouer pendant toute une année, là, c'est vraiment difficile. J'ai quand même eu la chance, moi, d'avoir une belle équipe avec un esprit sportif incroyable à ce moment-là. Moi, j'ai eu la chance, tous les joueurs et les matchs du reste de la saison, ils écrivaient mon nom sur leur casque ou je sais pas trop. En tout cas, je me rappelle que tout le monde avait comme quelque chose qui leur faisait penser à moi. Non, mais c'est dans les Vicars, c'est ça. Dans les Vicars, quelque chose sur eux qui leur faisait penser à moi. Fait que je sentais que j'étais vraiment partie intégrante de l'équipe malgré tout ça. Mais ça reste que de ne pas faire son sport, c'était vraiment dur. Je suis quand même une personne, par exemple, qui est chanceuse dans la vie. J'ai quand même un mindset positif, puis j'ai tendance vraiment à retourner rapidement les situations difficiles en des opportunités de comme faire « Hey, Doom, t'es quand même chanceux, man, ça aurait pu être pire », puis retourner ça dans comme « Hey, ça va bien, là, je peux continuer de jouer au foot ou quoi que ce soit ». La deuxième fois, par contre, que c'est arrivé, je me rappelle avoir été dans l'auto avec mes parents, puis là, je m'en allais vers l'hôpital, puis mon épaule, il avait pas pu la replacer à cause qu'il était trop enflé sur le bord du terrain durant la game. Puis j'avais mal dans l'auto, mais je me rappelle que je pleurais, puis j'étais vraiment triste, puis parce que je pensais que j'allais plus jamais pouvoir jouer au foot de ma vie.
Fait que c'était la fin un peu de mon monde, en fait. Puis juste d'en parler, je suis quand même un gars qui est émotif, mais ça serait facile pour moi d'avoir quelques larmes en lien avec ça. C'est facile de se remettre dans ce moment-là. C'est un des moments les plus intenses de ma vie. Deuxième fois que tu perds ton épaule, égal, bon, ben, peut-être que c'est fini, en fait, ton rêve de devenir un joueur de foot professionnel. À ce moment-là, j'y rêvais encore ou quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion, finalement, d'avoir une grosse rehab, une grosse opération, une autre grosse rehab. Parce que c'est ça, le genre de blessure que j'avais, c'était rehab pour se préparer à une opération qui va t'amener à plus avoir pantoute de mouvement à ton épaule, puis après, ben, on recommence, puis... Fait que c'était 6 mois de rehab avant l'opération, puis 6 mois après. Fait que c'est énorme, là, c'est tellement de temps. Je veux dire, du rehab, tu passes t'es un athlète en tant que tel, puis là, d'un coup, tu peux plus bouger vraiment ton épaule, tu peux plus aller t'entraîner, tu fais des élastiques. Tu passes d'un performeur à... Pas grand-chose, là, tu fais des élastiques. Ouais, cheerleader sur le sideline. Ouais, comment, c'est ça. Un petit peu d'aide. Exact, c'est ça. Là, tu te poses la question, je vais-tu aux pratiques parce que c'est du temps? Non, Oui. je suis blessé, ça me sert à rien, je veux voir les boys. Ouais. J'ai eu la chance C'est vraiment une grosse partie, c'est vraiment une grosse étape identitaire. Je sais, il y a une blessure à cet âge-là aussi. Tu sais, les gars, ils savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard et compagnie. Il y a plein de remises en question qui peuvent popper avec ça. Doom. Moi, j'étais là, mettons, puis ils suivaient, puis on dirait qu'on... tu sais, de qu'est-ce que tu me disais quand même, t'avais comme réussi, on dirait, à... Le fait que j'étais actif beaucoup là-dedans, ben moi, je disais, à chaque fois que j'allais m'entraîner, je disais, hey, Doom, je m'entraîne pour toi aussi. Mais tu sais, on essayait de s'aider là-dedans, mais je pense en même temps que t'es tout seul là-dedans, puis que t'as pas de... Tu sais, on habite à Vito, nous autres, on avait nos familles qui étaient, tu sais, on habitait chez nous, on était bien, mais tu sais, un gars qui déménage de l'extérieur, qu'une blessure de même arrive, il va redéménager chez eux, là, il passera pas 1 an et demi, 2 ans dans une ville qui vient d'arriver, qui connaît pas personne, il y a quasiment pas de boys qui sont là. Ça a une valeur, puis l'aspect familial vient jouer pour beaucoup aussi dans le contexte où quand tu joues chez vous, où est-ce que tu es à proximité de ton fameux filet social, ton filet de sécurité, ça aide là, d'éviter ça. Puis je pense que Doom avait vraiment un contexte qui était favorable au-delà du fait que c'était vraiment défavorable sa blessure. C'est une blessure qui est vraiment pas... justement, il y a beaucoup de récidives, puis ça peut être très complexe. Là. Parlons-en de jouer pour sa ville. Je vous présente un petit extrait ici. C'est une chance pour moi d'avoir un camp au Vulcain, puis je trouve ça me rend tellement heureux de jouer au football pour l'équipe que j'ai regardée quand j'étais jeune. Puis ça me donne l'impression que je peux me prouver en tant qu'athlète. Chaque joueur se prouve durant le camp d'entraînement. Mais la prochaine étape est le vrai test. Un match préparatoire contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches. Une game qui sépare les hommes des enfants. Fait que parlons-en, les boys, des gars qui ont joué au Vicars à Victo, sont allés au cégep. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait, que ça vous a fait dans vous autres de jouer pour votre équipe locale? Ben ça, je pense que PA, tu sais, résume vraiment bien. Mettons, ça pourrait être moi, Doom ou même toi-même dans ce temps-là. Je pense que qu'est-ce que PA dit, je pense que les gars de Victo qui trippent sur le foot, qui sont fans de foot, qui en mangent, qui aiment vraiment, vraiment ça. Tu sais, il y a des joueurs, des fois, qui jouent au foot, ils sont bons, ils aiment ça, ils jouent au foot, mais ils en regardent pas nécessairement. Mais quand tu suis moindrement le foot, puis là, les Vulcains, en plus de ça va bien. Il y a quelque chose qui est incroyable au fait que tu es toute jeune, tu commences, le casque est plus gros que ta tête, tes épaulettes sont trop grosses pour toi, puis tu vois les joueurs des Vulcains que c'est des hommes, c'est des gros monsieur, t'es comme « hey, pelaille, OK », puis là, tu vas les voir jouer, puis t'entends des casques, t'entends des épaulettes, t'entends du monde tomber au sol, les gars sont musclés, t'es comme « hey, OK, un moment donné, j'aimerais ça jouer dans les Vulcains », c'est comme une espèce d'aspiration, t'es quasiment dans un rêve de jouer pro là, quand t'es kid. Puis tu vois, moi, je me rappelle qu'on parlait, nous autres, c'était Pascal Chapdelaine, le backer. Il y avait Dempsey aussi un petit peu plus jeune, mais Pascal Chapdelaine, quand on était cadet, puis tout ça. Puis que tu vois ces gars-là, puis c'est comme, hey, c'est des studs, là, mais un jour, j'aimerais ça jouer dans les Vulcains. Puis c'est comme ton rêve un peu d'enfant quand t'as Victo. Fait que moi, j'ai l'impression que quand PA dit ça, ça fait un clin d'œil à cette espèce de partie-là que tu réalises un rêve quand tu joues pour ton équipe locale. Puis on pourrait minimiser le fait que c'est juste du football collégial, Division 3. Mais non, quand t'es le kid, le jeune qui a commencé à zéro, justement, avec le casque trop grand puis les épaulettes qui font pas de sens sur un petit corps de même, puis que tu deviens ce jeune homme-là qui peut
un moment donné, avoir un camp d'entraînement puis jouer pour son équipe de foot au collégial, ça a vraiment une grosse valeur. Puis moi, je trouve que ça rajoute énormément à l'appartenance que tu vas avoir pour ton club puis à l'esprit de famille. T'arrives d'un Vulcain, mais t'en fais déjà partie depuis que t'es toute jeune. T'es là, puis t'es observes, puis ils font au même titre que quand t'es fan d'une équipe. Pour ne pas dire les Bears de Chicago. Ce que je pense qui a créé ça, là, c'est le fait qu'après nos games secondaires, on allait aux games des Vulcains. Fait que, tu sais, moi, j'ai le même feeling que toi. Là. J'ai le feeling d'avoir été fan de des gars, d'avoir été genre, aïe, aïe, man, c'est ça. Genre, ça a donc bien l'air hot. Genre. Puis c'est ça que je voulais faire. Puis that's it, that's all. Mais je pense que ça l'a. Tu sais, c'est peut-être tous nous autres, on était comme tout le temps ensemble, puis on voulait jouer au foot. On avait une belle camaraderie efficace qui faisait que les gars voulaient monter Vulcain et tout. Puis Vulcain, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut le plus possible réussir à retrouver. Il y a encore beaucoup de gars qui s'en vont à l'extérieur, mais qui ne sont pas nécessairement conscients de ce qu'ils perdent en partant de chez eux. Il y a plein d'avantages au fait de jouer pour ton équipe locale aussi. Puis on parlait d'habiter chez ses parents. Il y a plein d'avantages. Puis en plus de ça, tu peux réaliser un certain rêve. Je sais, mais t'étais un gars qui suivait ça puis qui regardait ce qui se passait au football plus vieux que toi. Puis... Il y a un point clair pour moi, par contre, dans cette idée-là, en fait, là, du rêve de jouer dans les Vulcains. Moi, ça venait du fait que j'ai quand même eu l'occasion de regarder les Vulcains dans un moment, quand j'étais plus jeune, qui ont performé. Ils sont allés au Bol d'Or. Ils l'avaient perdu, en fait, au stade des Caravans contre les Volontaires de Sherbrooke, là, si je me souviens bien. Mais moi, j'étais embarqué dans l'autobus de fans. Christo aussi était là. On parlait avec la blonde. On allait voir un Super Bowl, nous autres. Là. C'était Diego Rattel, qui était porteur de ballon. On jasait avec sa blonde. Je sais pas en tout cas, mais... En tout cas, je sais plus s'il jouait ou en tout cas... Mais tu sais, on jasait avec elle, puis on allait voir genre notre équipe genre de Victo gagner un bol d'or. Finalement, ils l'ont perdu à ce moment-là, mais de voir ton équipe de ta ville performer, je pense que c'est ce qui t'aide à pouvoir rêver d'eux. Moi, je veux dire, si j'avais juste vu les Vulcains être médiocres, comme ça l'a été quand que moi j'ai joué dans les Vulcains, je pense pas que j'aurais eu la même vision en fait là, des Vulcains. Là. J'aurais peut-être eu plus de difficultés. C'est pour ça que je trouve ça super intéressant. En fait, là, c'est un argument, je pense, qui est ramené beaucoup en fait là, quand on est dans le recrutement actuellement de comment tu vas jouer pour ta ville ou quoi que ce soit, mais il y a une fierté actuelle qui peut être réellement présente par rapport à jouer pour les Vulcains. Je veux dire, les Vulcains actuellement sont sur la map pour de vrai, puis à chaque année, on a l'occasion de gagner un bol d'or si tu viens avec nous. Je veux dire, c'est à prendre ou à laisser si tu viens de Victo, mais je veux dire, le choix, pour moi, il est clair. Viens des fucking mauves. Je veux dire, arrête de perdre ton temps à réfléchir à cette décision-là. Tu viens avec les mauves. Maintenant, je respecte la décision de chacun des joueurs, mais je veux dire, pour moi, je me rappelle quand j'ai signé ma lettre d'intention pour venir dans les Vulcains, on avait une lettre d'intention. Le coach, il venait nous faire signer ça. Moi et Christo, après avoir signé ça, c'était un accomplissement. À ce moment-là, on est jeune, mais je veux dire, c'est pas aussi gros qu'être repêché par une équipe professionnelle, mais c'est ce qui se rapproche le plus dans ma vie de ce que j'ai eu à signer comme genre de contrat comme joueur de foot. Là. C'était fou raide. Là. C'est un gros engagement. Puis je trouve qu'on est quand même, tu sais, quand tu es au cégep aussi, c'est que tu es jeune encore comme adulte. Tu es encore un vraiment jeune adulte. Puis c'est des grosses décisions, c'est des gros commitments. Puis moi, je trouve des fois que ce qu'on sous-estime, c'est le nombre de décisions que ces jeunes hommes-là prennent à ce moment-là de leur vie. Ils sont jeunes, ils ont énormément de choses à apprendre encore. Fait que de rester dans ta ville, de rester chez vous, c'est quelque chose qui ça a une immense valeur pour ton équilibre de vie et ta stabilité, là, autant comme joueur de foot que comme étudiant, que comme... Fait que toute cette partie-là, je trouve que ça a énormément de valeur. Puis tu sais, PA, clairement, son speech qu'il mentionne là, ça vient avec ce fameux confort-là qu'il y a. Tu joues chez vous, t'es chez vous, t'arrives. Chez tes parents, ils habitent encore dans la même ville, t'arrives, t'as ton repas le soir, tu peux avoir... T'as accès à des choses que t'auras jamais accès si jamais tu déménages à l'extérieur pour aller jouer dans une catégorie, une division plus forte ou une équipe que tu considères qui va être meilleure. C'est beaucoup de responsabilité pour un kid d'arriver au cégep, au niveau de l'école, au niveau du foot, au niveau financier, au niveau de s'auto-gérer, si on veut. La première fois que tu fais ta vaisselle, la première fois que tu fais ta gros, bouffe, la première fois que tu fais... C'est comme ça... Moi, j'admire énormément ces gars-là, ces kids-là qui viennent d'extérieur. On en avait beaucoup. Moi, il y a du monde de Bécomo, il y a du monde de Sherbrooke. Il y avait beaucoup de jeunes qui habitaient des joueurs qu'on a joués qui habitaient dans les résidences. Puis moi, quand j'avais cet âge-là, moi, puis deux, on était comme des fois... c'est fou, là, eux autres sont rendus, il faut qu'ils se fassent à manger. Ils se font pas grand-chose à manger, des nouilles. Puis, ça
C'est assez basique, c'est que je suis comme... Tu sais, il y a plein d'affaires à gérer que tu n'as pas à gérer parce que tu restes chez vous, t'es chez vous. Fait que c'est sûr que c'est plus favorable, il y a quelque chose de... Puis on parle de ça, mais tu sais, moins t'as de choses à faire autres que le football, mieux c'est quand tu joues au foot. Là. Puis je veux dire, quand tu joues chez vous, dans ta ville natale, t'habites encore chez tes parents, il y a plein de choses que t'as pas à gérer, puis que t'apprends à gérer quand même, t'es en train de devenir tu te rapproches du monde des adultes, ainsi de suite, mais ça reste quand même que tu peux développer ton autonomie, puis avoir bien plus de temps pour jouer à ton sport, puis être 100% concentré là-dessus. C'est ça qui était incroyable, moi, je Ce trouve. qui est un gros gap d'adaptation qui vient avec le fait de changer de vie. Tu changes de façon d'étudier, tu es rendu un étudiant au cégep, puis tu changes de calibre de foot. C'est big, fait que tu limites l'adaptation à ça, puis tu peux te concentrer sur t'adapter à ça au lieu de t'adapter à toute ta vie. Là. Tu prends un jeune homme qui grandit depuis... ça fait 17 ans qu'il grandit à la même place, on va dire, puis là, tu le prends, puis tu l'envoies dans une autre ville, puis tu lui dis maintenant, apprends à aller au cégep, apprends à jouer au foot au collégial, puis apprends à tout mettre en place, qu'est-ce que tu avais d'acquis dans ton milieu à toi. Fait que c'est... Puis là, c'est là que nous autres, le volet social, aussi, on est comme, OK, c'est des grosses décisions. Puis ce qui est triste, c'est qu'on en voit beaucoup des gars qui reviennent après avoir été à l'extérieur. Des gars qu'on sait qui auraient pu nous aider vraiment rapidement, puis qui auraient été vraiment stud, mais qui reviennent, puis qui ont la confiance un peu détruite, ou qui ont eu une mauvaise expérience, puis qui veulent plus jouer au foot nécessairement. Il y en a qui veulent revenir, mais il y en a qui ça... Fait que ça, je trouve ça quand même triste, cet aspect-là, puis je pense que c'est... Quand on vend l'idée de jouer à Victo, puis que c'est vraiment quelque chose d'une plus-value, je pense que c'est quelque chose qui... Justement, on parle pas assez peut-être des conséquences du fait de peut-être sortir de la ville, puis de... Un point que coach Méran, en fait, puis que j'avais jamais pensé à ça, mais il dit quand tu restes dans ta ville, puis que tu joues dans ta ville, ben quand tu reviens, t'as comme une gang avec qui tu peux vibrer. Tu sais, comme là, mettons, on a joué à Victo, tu sais, je reviens, c'est proche du coaching staff. Les gars, on se connaît. Tu sais, il y a une partie que tu perds pas, on dirait, quand tu joues pour ta ville. Puis on n'ira pas trop en détail dans Division 3, 2, 1. Mais j'aimerais ça qu'on parle de à quel point c'est important pour des équipes de Division 3 d'avoir des gars dans la ville qui restent dans leur équipe. Tu sais, comparé à d'autres divisions. Tu sais, on s'entend que Division 3, c'est plus, c'est plus en région. Fait que ça fait que tu as moins de joueurs. Tu sais, c'est sûr, si tu as 5-6 cégeps, c'est plus facile d'avoir des joueurs. Tu sais, à Victo, on a deux secondaires qui sortent des bons joueurs. Mais tu sais, après ça, il faut aller dans les autres villes. C'est un peu la même affaire à Drummondville, un peu la même affaire à 3. Ben, je vais te parler de Division 3, mais tu sais, à quel point c'est important pour ces joueurs-là, ou pour ces équipes-là, d'avoir ces joueurs qui restent dans ces équipes localement. Là. Le terme, des fois, qu'ils utilisent, c'est comme la vache à lait, mettons, mais c'est comme c'est ça qui est supposé t'apporter le plus de joueurs. C'est ces ces écoles secondaires-là qui sortent des studs, puis c'est comme un peu une autosuffisance, en fait. Là. Les joueurs de plus qui viennent de l'extérieur, que ce soit les joueurs de la France ou les joueurs de toutes les autres régions du Québec qui viennent jouer à Victo, c'est un plus, mais si jamais on est capable d'avoir cette autosuffisance-là, parce qu'on serait capable de s'autosuffire pratiquement avec les deux programmes qu'il y a à Victo, qui sont des très bons programmes. Là. On irait chercher quelques joueurs ici et là, mais il y a des très bons joueurs, mais il y a comme une espèce d'autosuffisance, puis une espèce de notion de... Il va y avoir un roulement qui va permettre à l'équipe de maintenir une stabilité en termes de performance beaucoup plus évidente que si jamais on est toujours à aller piger à gauche puis à droite, puis qu'on ne réussit pas à se mettre de pied à terre dans certains clubs. Mais tu sais, quand même, je pense que le recrutement, puis Steph, il fait vraiment une grosse job de recrutement, c'est vraiment organisé. Mais je pense que, tu sais, il essaye aussi de créer d'autres points d'ancrage dans les environs avec d'autres écoles secondaires pour essayer d'avoir des joueurs, des récurrences. Puis ça mettons qu'on a une batch, on va dire, de 4 joueurs nommer une équipe, là, on va dire, du triolet, on va dire, de Sherbrooke qui viennent... l'année d'après, ça se peut que ces 4 joueurs-là influencent 4 autres joueurs ou 8 autres joueurs. Mais il y a vraiment une espèce d'autosuffisance. Puis c'est la même chose. Admettons qu'on a les gars de Victo, il y en a, on va dire, 15 finissants de Victo dans les 2 écoles secondaires qu'on est intéressés. Si jamais les 15 viennent à Victo, il y a des bonnes chances que pour l'année d'après, on soit quasiment rodé pour avoir encore peut-être les top finissants parce que leurs chums qui ont fini sont là. Il y a comme il y a un pied à terre qui est beaucoup plus facile à maintenir quand tu as des joueurs qui viennent Quand tu as des joueurs qui viennent du programme secondaire, que quand les joueurs du programme secondaire de ta région sont partis à l'extérieur, les gars qui finissent, ils sont comme, mais moi, mon chum, il est parti jouer au volontaire. Moi, mon chum, il est parti jouer à Saint-Hyacinthe. Moi, mon chum. Mais quand mon chum est parti, mes 5 chums que j'avais l'année passée sont partis jouer au Vulcain. C'est automatique, on n'a même pas besoin de recruter ce gars-là.
il va être exactement comme nous trois, puis il va choisir d'aller jouer dans les Vulcains. Parce qu'il n'y a pas de réflexion. J'ai mis 5 chums qui sont rendus là. Puis il y a vraiment une notion d'automatisme qui peut s'installer si jamais ça se fait. Puis énormément de travail si jamais ça se fait pas. Mais je pense que Steph fait une job qui est, sans vouloir trop le louanger, mais il fait vraiment une job incroyable par rapport à ça en termes de... Les gars, moi actuellement, les gars qui choisissent de pas aller à Victo, en termes de division, en termes de calibre, j'ai vraiment un sentiment qu'ils savent pas qu'est-ce qui manque avec la façon dont c'est géré actuellement. Puis on a des feedbacks de comment ça se passe dans les autres divisions. Il n'y a pas une division qui est mieux qu'une autre en termes de coaching si jamais tu es encadré et tu as la gestion que Steph fait de son équipe. Là. OK, les boys, j'aimerais ça qu'on regarde un dernier extrait. Lors du documentaire, on a filmé, en fait, les 10 jours du camp. Puis on a filmé la partie hors concours contre la Beauce. Donc, pendant notre mindset pendant la game, c'était on micait un joueur, puis on micait un coach sur le sideline. Fait qu'on avait 3 caméras. Fait qu'on va voir un peu un extrait. On verra pas tout le match, qu'est-ce qui est arrivé, mais on va voir qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs à la fin. Hey boys, pour pas répéter ce que Ray va dire, man, nice job les gars. Le camp vient juste d'être complété, ok? Ça part pour de vrai right now, ok? La semaine, là, ça va être des semaines de même toute l'année jusqu'au bol d'or, ok? Fait que là, soyez prêts à vous préparer toute la semaine pour Outaouais, man. C'est ça qui s'en vient. Là. C'est fucking Outaouais, puis on leur met le pied dans la gorge direct en partant, ok? Let's go, hey, les gars, très contents de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé des blessures pendant la semaine, on a parlé de plein de mauvaises nouvelles, ok? Aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, ok? Let's go, ok? Vous avez de quoi être fiers. Ça a été vite, OK? Je pense à Enzo, entre autres, pour pas te nommer Enzo. Ça va vite, OK, les gars, quand tu prends tes premières reps collégiales, ça va vite, OK? Permets-toi de te donner l'occasion d'aujourd'hui de faire juste pas un trop gros jugement de toi-même avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Là, je check Enzo plus, mais les boys, ça va vite collégial, c'est un autre niveau. Mais tu vas t'ajuster, la semaine prochaine, ça va déjà être différent pour chacun de vous autres, OK? Fait que faites juste stepper avec le feu dans le cœur, man, actuellement, OK? Let's go! Puis l'idée d'aujourd'hui, les gars, OK, là, c'est de briser cette glace-là pour prendre la confiance en nous. On sait ce que ce squad-là est capable de faire. Maintenant, c'est le temps de le prouver la semaine prochaine contre Outaouais en commençant la saison fort. C'est good? Let's go, boys. On a une entière confiance en vous autres. Entière confiance en vous autres, OK, les boys? Let's go! Fait que je serais curieux, les boys, vous dites entière confiance en dedans de vous autres. C'est-tu la confiance? Es-tu l'objectif numéro 1 d'un camp d'entraînement par rapport à vos joueurs? Où c'est que vous voulez les emmener? C'est sûr qu'il y a le développement des habiletés. Là, on veut qu'ils développent des compétences, des techniques et compagnie. On veut qu'il y ait un bagage technique, qu'il y ait des trucs établis, un bagage au niveau des schemes aussi. Puis qu'il y ait comme une base qui soit quand même très, très solide, très, très établie. Puis une base qui est travaillée pendant tout l'hiver. Mais la partie confiance, clairement, tu as des gars que ça fait quand même quelques mois qui n'ont pas joué au foot. Le camp d'entraînement, c'est le temps de se remettre dedans. C'est all-in. Puis il faut que ça soit minimalement immersif pour que tu fasses hey, OK, je suis encore capable de courir, je suis encore capable de travailler un ballon, je suis encore capable de plaquer quelqu'un, je suis encore capable de shader un gars, je suis encore capable de. Peu importe, mais il faut que tu sois à la fin du camp d'entraînement en mesure de checker ces listes-là puis de faire OK, je suis un stud, je suis prêt à jouer au foot parce qu'il y a une game qui est live qui s'en vient. Tu sais, l'intensité d'une game hors concours, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe game 1. Puis ça va être de même à chaque game de la semaine après ça. Fait que clairement, cet aspect-là de confiance. Nous, on est là pour leur transmettre, on n'est pas là pour leur dire qu'on a confiance en eux, si on n'a pas confiance en eux. Mais clairement, le squad qu'on avait l'année passée, à ce moment-là, quand on les a rencontrés, on était entièrement confiants du squad qu'on avait et de l'unité qu'on avait. Fait que je pense qu'effectivement que ça fait partie sur des cibles d'un camp d'entraînement, cette confiance-là. Il faut qu'elle soit là, je ne sais pas là, ben on a peut-être manqué notre coup, nous autres, comme coach. Peut-être que le joueur, peut-être que lui se questionne peut-être par rapport à sa volonté de poursuivre ou non. Puis cette confiance-là est tellement importante aussi pour les coachs. En fait, là, je pense notamment aux coordonnateurs défensifs et aux coordonnateurs offensifs. Je veux dire, s'ils n'ont pas confiance aux joueurs qui sont sur le terrain quand ils collent un jeu, ben, bonne chance de choisir un jeu qui va vraiment être le meilleur jeu face à ce que l'adversaire fait devant toi. Là, en fait, là, je veux dire, si tu n'as pas confiance en fait que les joueurs peuvent faire la stratégie que tu mets en place, tu risques d'être stressé en choisissant ces jeux-là. Puis ça va faire tomber à tour, là, je veux dire, que tu construis depuis la fin de la dernière année. Là. Fait que, à la base, je veux dire, c'est beaucoup, en fait, d'évaluation. Comme coach, ces camps-là, en fait, avant de débuter une saison, c'est le dernier droit avant de commencer vraiment à se comparer aux autres équipes, puis voir où on va se situer, puis contre qui on est capable de se battre. Puis on espère être capable de se battre contre toutes les équipes, mais ça reste qu'il faut que ça soit tes joueurs. C'est tes joueurs qui vont te mettre en confiance par rapport à... On a cette capacité-là cette année de se rendre jusqu'au bout, oui.
peut-être que l'on a un doute, puis dès que les coachs, nous, on a un doute, ben les joueurs vont finir par avoir un doute, puis je veux dire, bonne chance pour que ce soit l'année où que tu finis avec le bol d'or des mains. Là. Ça s'ébranle vite, là, une confiance là, d'une équipe. Là. Puis je pense que ça... D'un joueur, mais je pense que ça passe vraiment par les coachs. Là. Je pense que la confiance d'une équipe commence par les coachs qui commencent à douter de la compétence de leurs joueurs sur le terrain, puis... peut dégringoler vraiment. Ouais. Mais nous, on a ce rôle-là à tout le temps faire en sorte que même dans les bas, c'est comme là, on parlait d'Enzo quand même dans le contexte, il y avait une game hors concours qui était moyenne et compagnie, mais de s'assurer qu'ils repartent puis que la game d'Outaouais qui s'en venait à ce moment-là, quand il va être sur le field, parce qu'il était sur le field à la place de Marcus, qu'il soit en mesure de maîtriser ses capacités puis de jouer au foot. Puis il avait très bien joué cette game-là, une game qu'on a vraiment une grosse performance défensive. Là. Mais c'est ça, fait que je pense que c'est de rester aussi aware à ça, là, cette fameuse notion-là de confiance qui peut se perdre puis se gagner en l'instant d'un moment. Mais nos gars, il faut qu'ils se rappellent qu'ils ont les capacités de jouer au foot à l'année. Même chez ils viennent d'avoir une game de marde et compagnie, mais ils sont capables de jouer au foot. Puis fait que ça, c'est à nous autres d'entretenir ça. Puis de pas être, justement, tu sais, pas parler tantôt, on a parlé beaucoup d'intensité, tout ça, mais de pas être dans la partie où est-ce qu'on n'est pas là pour dégrader qui que ce soit. On est là pour les aider à s'élever. Puis il y en a pour qui, tu sais, puis en entraînement, je trouve vous n'avez pas l'occasion de tout courir, puis c'est normal, mais je trouve une partie qu'on voit pas, c'est les gars qui lâchent dans le camp d'entraînement. Puis c'est quelque chose qui est quand même vraiment présent. Puis c'est des gars, des fois, justement, probablement, qui perdent confiance en eux, ou qui se remettent juste en question, c'est normal, puis c'est un sport qui est très, très, très engageant, qui est très, très, très impliquant. Mais à ce moment-là, après une game hors concours de même, on a pas mal notre équipe qui va nous suivre jusqu'à la fin de l'année. Mais cette notion-là de, tu sais, il y a quand même un tri qui se fait à travers le camp d'entraînement, puis qui n'est pas nécessairement tant que ça documenté dans votre docu-série, mais je pense qu'il est quand même important les gars qui sont là, ils belong, là, ils méritent d'être là, puis ils veulent être là. Tu sais, dans le fond, ça serait pas la place à un speech après une pratique de même, les gars ils ont mal joué, d'utiliser l'intensité, mettons. Ça serait comme pas bien vu par rapport à... Ça serait peut-être pas le temps, je pense. Je sais pas. Après un match, je pense que ça peut être correct d'utiliser l'intensité, mais ça va être différent comme intensité. Ça va peut-être être plus comme, OK, bon, ben, de venir normaliser les émotions. Mettons, une game difficile, par exemple, de venir normaliser que les gars trouvent ça dur. C'est normal présentement que vous trouviez ça dur. Il n'y a personne qui aime ça, mettons, là, perdre comme on vient de perdre aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un match la semaine prochaine. Fait que l'intensité va plus venir dans souligner, en gros, quand même, l'émotion. On va pas se le cacher. Je veux dire, tout le monde est déçu, tout le monde est peut-être fâché. Tout le monde se sent peut-être coupable par rapport à cette défaite-là ou quoi que ce soit, mais c'est juste de l'ouvrir, cette porte-là. Ah, hey, okay, t'es-tu triste? T'as peut-être manqué un jeu qui nous a fait perdre la game. C'est pas ce jeu-là qui nous a fait perdre la game. On est une équipe, on l'a perdu ensemble, mais peut-être que t'es un joueur qui a échappé le foutu ballon dans le fond du end zone. Puis toi, ton émotion, tu l'as intense, autant qu'il y a un big hit, autant qu'il y a un pick, autant qu'il y a un touchdown. Là, toi, ton émotion négative est là, puis il faut la traiter. Fait que l'intensité, moi, j'adore ce que Doug me mentionne. Puis je pense qu'on le fait un peu dans ce clip-là aussi, la partie où je spot Enzo, mais qu'on dit clairement, c'est pas évident, ça va vite. On vient, tu sais, quand on parle de normaliser, c'est comme rendre la situation normale, c'est pas surprenant que ça soit arrivé. C'est normal. Vous êtes en processus d'acquérir la capacité de jouer au niveau collégial puis de compétitionner, mais cette normalisation-là est super importante, surtout dans des contextes où est-ce qu'il y a de l'adversité qui est présente. Puis les boys, un mot pour finir? Let's fucking go, on va gagner le bol d'or cette année, man. Oui. Let's go, man. Thanks, lui, pour nous avoir permis de partager là-dessus. C'était un plaisir. Ouais. Tout le temps nice. Pour juste de prendre le temps de s'arrêter pour tantôt en deux clips, là, on a pris le temps de s'en jaser, mais de prendre le temps de jaser de foot puis juste être là pour ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Puis c'était vraiment beau. Vraiment. Ben, merci les boys, c'est exactement ça. Bleu Foncé Podcast. On va aller plus loin que les documentaires. On veut creuser un peu plus de ce qu'on est allé. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon survol, un bon creusage d'aller en dessous, comprendre plus l'intensité. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé d'intensité, on a parlé de culture d'équipe, on a parlé du désir de gagner, des blessures, de tout ce que ça peut venir toucher. Fait que je suis vraiment content d'avoir vécu ça avec vous. Puis ça va être un excellent épisode 1. Let's go. Let's go, man. Good job, boys. Thanks, man. Si vous avez apprécié la discussion, les 5 épisodes de Sur la ligne de mêlée, saison 1, sont présentement sur bleufoncé.tv.
Like, commente et abonne-toi pour plus de contenu.